Yes. Donc bonjour à tous, cette séquence est enregistrée. J'ai la joie de vous accueillir, tous ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Frédéric Rupli, donc président et animateur de XMP Entrepreneur. Et c'est avec grande joie que je vous accueille tous ici et à distance pour notre deuxième soirée de l'année. Cette soirée est animée par XMP Entrepreneur et c'est donc l'occasion pour moi de vous rappeler quelques mots sur notre association. Notre association vient en aide à tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont envie d'entreprendre et qui, au départ, sont des alumni de l'X, les Mines ou les Ponts, mais par amitié, par extension et par esprit d'entraide entre camarades, nous accueillons finalement toute personne de bonne volonté, désireuse de payer sa cotisation d'abord et d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat et d'être bien accompagné dans cette démarche ensuite. Chez XMP Entrepreneur, nous avons 3 clubs. Un club dédié aux créateurs, un club dédié aux repreneurs et un club dédié aux développeurs, qui sont finalement des anciens créateurs ou des anciens développeurs qui sont passés à l'acte d'entreprendre et qui ont envie de continuer à être accompagnés. Donc créateurs, repreneurs, développeurs. La soirée de ce soir est animée par notre club des repreneurs. Et donc nous nous centrons sur ceux qui souhaitent reprendre une entreprise à un moment donné de leur vie, franchir ce cap, quitter en général un emploi salarié et devenir entrepreneur par le biais de la reprise d'une entreprise. Alors, ce que nous offrons à nos populations, nos membres des 3 clubs, c'est d'abord des soirées thématiques comme celle-là, où nous faisons intervenir soit des témoins qui parleront de leur expérience, soit des experts qui sont des sachants et qui sont des praticiens autour du thème de la soirée. Et nous avons la chance ce soir d'accueillir les 2 populations, des témoins et des experts. Donc c'est la première chose que nous offrons, ce sont des soirées. Nous offrons aussi des formations, à l'instar d'une formation à la reprise d'entreprise qui commence demain et que j'ai la joie d'animer depuis une dizaine d'années. Nous offrons aussi la porte ouverte vers tout l'univers de grandes écoles entrepreneurs, c'est-à-dire toutes les activités dédiées à l'entrepreneuriat de toutes les grandes écoles, membres de l'association Grandes Écoles Entrepreneurs à laquelle nous appartenons. Donc un membre de XMP Entrepreneur peut participer à n'importe quelle soirée, qu'elle soit proposée par les Agro, Dauphine, HEC, Sciences Po et j'en passe, ainsi que tous les autres produits et services proposés par toutes ces associations. Nous offrons enfin de l'accompagnement individuel ou collectif à travers soit un suivi one-to-one, soit un suivi par groupe de travail. Et c'est à l'instar de cette démarche par groupe de travail que nous avons créé il y a 2 ans un groupe spécifique pour les repreneurs qui s'appelle G2E Repreneurs ou G2ER dans notre langage, qui est un groupe extrêmement actif, composé d'une 12aine de membres et animé par 6 animateurs. Les 12 membres proviennent de plusieurs écoles membres de G2E, les 6 animateurs proviennent de plusieurs grandes écoles membres de G2E, même si XMP Entrepreneur est l'une des plus actives d'entre elles. Et le groupe G2E Repreneur, il fonctionne à merveille. Sur les 12 membres, je crois que 7 ont repris une entreprise, peut-être même 8. Je me tourne vers les animateurs, depuis 2 ans, ce qui veut dire qu'ils ont été remplacés déjà par de nouveaux candidats à la reprise d'entreprise et que tout ceci est un écosystème qui fonctionne. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Je vais maintenant passer la parole à Antoine Borelli. Antoine anime chez XMP Entrepreneur le club des repreneurs et c'est Antoine qui va nous introduire à la soirée de ce soir en présentant successivement nos 4 intervenants. Je précise que l'un d'entre eux est encore dans les bouchons mais nous rejoint dans un instant. Pour la bonne santé de tous, vous savez que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera postée sur la chaîne YouTube XMP Entrepreneur. Donc nous sommes fiers d'annoncer que depuis 2 ans, nous postons tous nos événements, toutes les vidéos de tous nos événements. Ça leur donne l'occasion de faire entre 50 et 100 vues chacune. Donc sachez quand même que les propos sont enregistrés, mais comme ça bénéficie à d'autres. Et autre chose, je remercie tous ceux qui sont à distance de vouloir couper leur micro, de se mettre en mute, tant qu'ils ne posent pas de questions, et compte tenu que nous ne sommes pas si nombreux que ça, puisque entre les présentiels et à distance, nous sommes actuellement une trentaine sur la cinquantaine de personnes inscrites, vous n'hésitez pas, quand vous sentez que c'est le bon moment, à désactiver le mute, à prendre la parole et à poser une question directement aux intervenants. Pour les plus timides, parmi ceux qui sont à distance, il y a un outil conversationnel sur Zoom, tout en bas, vous posez vos questions par écrit. Et ce sera notre rôle à Antoine Borelli et moi de prendre vos questions au fil de l'eau et de les relayer auprès des participants. Et je fais bien entendu la même invitation à tous ceux qui sont présents dans la salle. On est dans un contexte suffisamment amical et associatif pour que ce soit interactif. Ce n'est pas le grand oral. C'est sympa d'abord. Reprendre une boîte, c'est sympa. Et donc voilà, il faut se mettre en proximité avec nos intervenants et eux le demandent. D'ailleurs, ils ne demandent pas mieux que d'être un peu challengés, sollicités, à ce qu'on leur pose des questions à tout bout de champ.
Voilà, j'en ai fini. Je passe la parole à mon voisin, Antoine Borelli. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, le thème de notre conférence, c'est le sourcing. Pourquoi et comment organiser sa recherche de cible pour reprendre une entreprise? Et alors, pourquoi avons-nous choisi ce thème? C'est essentiellement parce que c'est la première des difficultés à laquelle va se heurter le repreneur individuel. Et donc, une des premières questions qu'ils vont nous poser. Presque tous nos adhérents sont des repreneurs personnes physiques qui généralement vont chercher une cible et après, si nécessaire, un co-investisseur et des fonds complémentaires. Depuis quelques années, les search funds inversent cette pratique et donc aujourd'hui, tout le monde se pose la question de comment explorer le plus efficacement possible le marché ouvert, donc l'offre intermédiaire, et ou le marché caché, c'est-à-dire solliciter l'intérêt des vendeurs éventuels. Faut-il le faire seul? Faut-il se faire accompagner? Quelle est l'utilité d'un conseil repreneur? Toutes ces questions, eh bien, on s'est adressé à un panel de spécialistes pour qui échangent avec vous sur leurs expériences sur ce sujet. Donc, on va avoir autour de la table Marc Chambon, qui est donc le CEO du groupe Agilink, qui s'appelait SIPD quand il l'a repris il y a 2 ans, si je me rappelle bien, 3 ans, et qui avant ça a repris plusieurs entreprises à ce moment-là pour le compte d'un fonds qu'il gérait. On attend François Daligny, qui lui est un repreneur qui a repris une société qui s'appelle GPF tout récemment, et via un search fund, à Irma Transmission. Donc, il pourra nous expliquer un peu quelle est la différence entre le search fund et la repreneur personne physique. Et puis, donc, nous avons Françoise Louvel, fondatrice de Discern Partners, et qui est une spécialiste du coaching et de l'accompagnement en reprise d'entreprise, et Christophe Berthier, qui est gérant associé et animateur du réseau Synercom, et donc, qui est un ensemble de cabinets de conseil en cession et acquisition d'entreprises. Donc, je vous propose qu'on démarre, et peut-être Marc Chambon, est-ce que tu es prêt à Pas de problème. monter et démarrer? Pas de problème, Antoine. D'ailleurs, tu as dit spécialiste. Enfin, moi, je me sens pas du tout spécialiste. La reprise d'entreprise, en fait, pour ceux qui sont repreneurs, c'est une expérience finalement unique. Bon, elle peut servir et j'espère qu'elle peut vous servir, mais c'est pas une expérience, universelle, puisque chaque cas est un cas particulier. Je vais quand même essayer de vous expliquer comment ça m'est arrivé. Et puis, je vais d'abord me présenter rapidement. Alors, je suis ingénieur de formation. Bon, bah, ça, c'est pas une surprise. Hein. Et j'ai fait une longue carrière. C'est bon. Et j'ai fait une longue carrière comme salarié dans l'automobile pendant un peu plus de 20 ans. Et depuis 15 ans, je suis indépendant, entrepreneur, repreneur et investisseur. J'ai commencé dans cette deuxième partie de ma vie professionnelle en reprenant une belle PME, belle au sens de la taille, hein, pendant 5 ans, mais elle était en difficulté quand je l'ai reprise et donc j'avais pas de l'effet de levier. Et à la suite de cette expérience-là, j'ai essayé de reprendre une entreprise à mon compte. C'est à ce moment d'ailleurs que j'ai rencontré Françoise et que j'ai beaucoup participé avec XMP Entrepreneur. J'avais une cible, en particulier ma première cible et ma première LOI à ce moment-là. Donc, c'était en 2013, je crois. Et puis, ensuite, j'ai été investisseur. J'ai été rappelé par un ami qui avait un family office assez puissant et qui m'a demandé de venir travailler pour lui, pour être investisseur pour un family office. Donc, un family office, c'est du private equity, hein, c'est comme un fonds, mais simplement, c'est une personne physique, c'est son argent à lui. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans.
pour me rendre compte qu'en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est pas ça, c'est vraiment reprendre une boîte pour moi. Et comme j'avais pas le temps de le faire en faisant tout, que c'était un métier à plein temps de reprendre, de mon point de vue, je me suis remis avec mon petit baluchon pendant 2 ans, repreneur. Et ça m'a pris 1 an et demi à l'intérieur de ces 2 ans pour reprendre ma cible, que j'ai repris fin 2019. Un petit mot sur la boîte. Elle a été fondée en 1923, donc le groupe Agilink qui conçoit, fabrique des systèmes et des produits d'interconnexion à base de fils, de câbles, des cordons de transmission de puissance électrique et data. Voilà, donc c'est très difficile à montrer, j'en ai pas amené. J'arrive. Il sert les marchés de télécommunications, défense, aéronautique, nucléaire, ferroviaire, médical, transport, énergie, pétrochimie, donc des marchés plutôt à forte valeur ajoutée. On a 3 sites de production, 2 en France et 1 en Tunisie, et ça réalise à peu près 30 millions de chiffre d'affaires. Voilà pour la boîte. Et puis donc, dans le temps, je pense, pour vous parler un petit peu du processus de comment je l'ai trouvé, cette boîte. Je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Donc, la première expérience en 2013, au moment où j'ai rencontré Françoise, je cherchais justement, déjà j'avais eu une expérience avec une boîte que j'avais rencontrée qui ne s'était pas réalisée, puisque malheureusement il faut apprendre aussi à tomber amoureux d'une boîte et puis que ça se fasse pas, plein de raisons. Donc c'était mon cas, je suis passé par là. Et j'avais pas je me suis retrouvé sans cible assez vite en fait. Et j'ai donc décidé de m'entourer d'une entreprise pour chercher une cible. Donc c'est à ce moment-là que j'aurais pu choisir Françoise, et j'ai pas choisi Françoise, mais j'ai choisi une autre entreprise qui m'a fait un premier contrat que j'ai arrêté assez vite pour rentrer dans mon family office. Et donc j'ai repris ce contrat. La deuxième coup directement, sans plus de réflexion. Et c'est avec eux que j'ai trouvé. Alors cette entreprise, elle est connue, mais je ne vais pas le citer ici, mais elle cherche, comme je pense toi, des entreprises plutôt dites sur le marché caché. Alors ça, c'est toujours moi je pense que c'est un peu la tarte à la crème, ça veut tout dire et rien dire, mais quand même un peu plus des entreprises pas intermédiaires, ça quand même techniquement c'est clair. Donc ça veut dire aussi des entreprises où il n'y a pas forcément un dossier de MOI disponible. Donc c'est aussi avec un petit peu d'incertitude sur est-ce que le vendeur veut vraiment vendre ou pas. Et c'est là que les entreprises qui travaillent sur ce marché peuvent aider je dirais, à séparer le bon grain de le livrer assez vite pour essayer d'éviter de perdre trop de temps. Mais dans mon cas, en fait, c'est un cas particulier, c'est ce que j'ai dit au début. Cette entreprise, dans mon cas, elle était intermédiaire. Donc, en cherchant le marché caché, je suis tombé sur une entreprise intermédiaire, même internationalement. Donc, j'aurais pu la trouver autrement. Bon, donc ça m'aurait coûté beaucoup moins cher, sauf qu'en fait, la réalité, on ne refait pas le monde. C'est comme ça. Je serais peut-être passé à côté quand même, et donc c'est comme ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Je vous l'ai pas dit, mais c'est parce que avec 4 ans dans le private equity, j'avais quand même un réseau qui s'était bien étoffé. Passé beaucoup de temps avec que des gens qui sont dans ce monde-là. Donc oui, j'ai vu des cibles, mais les cibles qui me sont passées, pour être tout à fait honnête, d'abord, elles n'étaient pas très nombreuses et elles n'étaient pas très séduisantes non plus. Et je me souviens d'ailleurs, un jour, j'avais une cible qui commençait à bien me plaire. Et comme on en tombe toujours un petit peu amoureux petit à petit, je suis venu voir Frédéric et je t'ai expliqué pourquoi elle était vachement bien. Et comme au bout d'1 quart d'heure, j'ai vu qu'en fait, tu t'en foutais complètement, j'ai dit, bon, ça doit pas être bon. Et en sortant, je t'en ai voulu. Mais finalement, ouais, parce que je me suis dit, mais finalement, tu m'as ouvert les yeux sur des aspects, on en a discuté évidemment, et tu m'as ouvert les yeux. On n'en a jamais reparlé, Frédéric, t'inquiète pas. Et sans doute, c'était un très bon input. Donc, c'est pour ça que j'ai mandaté en fait une entreprise pour m'aider. C'était très clair. Et en fait, c'est un calcul, pour moi, ça a été très, très clair. C'est un calcul économique. Voilà. Donc, quand on est repreneur, après, en tout cas dans mon cas à moi, ça faisait longtemps que j'étais indépendant et plus salarié. J'avais aucun salaire, j'avais encore une famille et machin. Et donc, j'ai tout, ma famille, je vous rassure. Mais j'avais une famille qui me coûtait plus cher qu'aujourd'hui, on va dire, à ce moment-là. Et bien, j'avais pas de revenus. Et donc, chaque mois me coûtait très cher. Mais c'est vrai aussi pour tout le monde, en fait. Chaque mois. Et en fait, ces entreprises qui vous cherchent des cibles, pour moi, après, il y a d'autres façons de faire quand même. François va vous l'expliquer. Mais quand on est repreneur individuel et dans une situation assez classique, pour moi, c'est un calcul économique aussi. Et donc, vous allez vous y retrouver. Donc, je vous conseille très fortement de le faire. Alors,
Moi, l'entreprise, bizarrement, vous avez vu la taille, enfin, quand je l'ai reprise, elle était plus petite, hein, mais un petit peu plus petite. Mais bizarrement, c'est assez rare de tomber sur des cibles assez grosses. C'est pas franchement très grave. Moi, je voulais plutôt gros, mais ça aurait pu être moins gros. C'est pas important. Parce qu'elle affichait pas mal d'atouts, en fait. Le positionnement technique qui correspondait à ce que je disais, elle m'allait comme un gant, comme je disais. La rentabilité qui était au bon niveau aussi, c'est-à-dire rentable pour pouvoir mettre des leviers, mais pas trop, parce que pour qu'il y ait quelque chose à faire quand même. Elle avait un positionnement stratégique intéressant. Et puis, elle était en train d'acquérir une boîte que je considérais être une pépite et qui s'est d'ailleurs être révélée une pépite. Mais ça complexifie quand même beaucoup l'acquisition, mais bon, c'est pour ça que ça a pris du temps. Par contre, alors pourquoi est-ce qu'elle était disponible pour un mec comme moi qui avait rien que son petit baluchon? C'est qu'en fait, elle cochait aussi beaucoup de cases négatives pour intéresser une personne morale. Parce qu'en général, dans ces tailles-là, on a surtout des concurrents personnes morales. Et par exemple, le premier point négatif, c'est qu'elle avait un client omnipotent sur un marché principal qui était un marché en déclin. Alors, ce client faisait à peu près un tiers du chiffre d'affaires du groupe sur un marché en déclin, et j'ai des fonds qui m'ont dit non pour cette raison. D'accord. Bon, très clairement. Il y avait aussi une complexité des différentes activités à l'intérieur du groupe qui était assez importante. Et puis, c'était un départ à la retraite de deux personnes à la tête. Donc, ça faisait quand même beaucoup parce que, en gros, il y avait la finance, la technique, la stratégie, tout se barrait, quoi. Donc, il n'y avait plus rien dans la boîte. Enfin, il y avait quand même du monde en dessous, mais en tout cas, la tête de la boîte était partie. Voilà. Donc, ça a été un processus d'acquisition particulièrement long, compliqué et chahuté aussi. Ça sera une autre histoire, un autre jour. En tout cas, je voulais juste signaler quelque chose qui en fait n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais je voulais quand même le dire parce que ça donnera l'occasion à François de rebondir après. C'est que chemin faisant, je me suis rendu compte que je pouvais embarquer dans mon projet une poignée d'amis, d'amis de longue date, hein, qui étaient plus ou moins fortunés, hein, et je pouvais les embarquer dans cette aventure. Bon, et donc je savais pas que c'était pas trop possible. En fait, et donc je l'ai fait entre guillemets. Et ils m'ont permis de viser la majorité du capital. Donc j'ai la majorité du capital grâce à eux, parce qu'ils m'ont permis de tripler ma mise, voilà, tout en me laissant tous les pouvoirs. Ça, c'est des vrais amis. Hein. Pas beaucoup de gens qui font ça, mais je pense que vous en avez tous dans votre entourage. Peut-être pas tripler votre mise, mais et donc je pense qu'il faut y penser à condition qu'ils vous laissent. Alors pour les pleins pouvoirs, ça c'est très compliqué, mais vous pouvez quand même vous rapprocher de ça. Et donc je vous conseille, si vous cherchez en tout cas à pas forcément être majoritaire, mais si vous cherchez à avoir une cible plus grosse, et si vous êtes dans une situation comme moi avec votre petit baluchon, pas comme François, je vous conseille de regarder aussi ça, parce que dans votre entourage, vous avez peut-être des gens comme ça. Voilà, donc au final, autour de moi, ces amis étant à part, puisqu'ils sont c'est sur mon compte à moi, j'ai un pool d'investisseurs au capital traditionnel, hein, ils sont minoritaires, chacun est entre eux, hein, c'est des fonds. Hein, quoi, voilà. J'ai une dette senior très classiquement. Voilà, et j'en ai fini pour ma présentation. Si, je pourrais vous dire que depuis, le groupe a été rebaptisé Agilink, donc tu l'as déjà dit. On a fait beaucoup de choses. On a perdu 6 millions quand même sur les 8 millions du compte principal, que je ne devais pas perdre aussi vite, hein, mais j'ai perdu 6. Donc ça, c'est quand même la leçon de l'histoire, c'est que le point faible, il était vraiment faible. Donc on faisait 25 millions quand j'ai acheté, j'ai perdu 6 millions et on va en faire 30 l'année prochaine. Et ça, je vous expliquerai ça, comment on fait une autre fois. Voilà. Merci beaucoup, Marc. C'était très intéressant. On retient l'importance pour toi de donner un mandat en fait pour se faire assister de manière professionnelle pour la recherche de cibles. Ouais. Je le recommande chaudement. On va passer maintenant la parole à François. Bonsoir. Qui lui donc a opéré au travers d'un search fund. Donc si tu peux te présenter rapidement et nous présenter un peu la façon parcours, dont organiser la recherche. Donc, moi, je m'appelle François, j'ai repris une société en début d'année qui emploie une trentaine de personnes, qui fait à peu près 5 millions de chiffre d'affaires, à l'issue de 2 ans de recherche sur un modèle de search fund. Donc, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent français, qui donc représente un modèle qui a été inventé aux États-Unis il y a une quarantaine d'années et qui consiste à se faire accompagner par un groupe d'entrepreneurs qui vont préfinancer la recherche en échange d'un droit d'investissement au moment de l'acquisition. Donc,
ça évacue notamment une partie du problème de marque qu'on a d'une façon générale pas en France, et c'est une des raisons pour lesquelles le modèle du Search Fund a mis du temps à y éclore, parce qu'on a Pôle emploi, mais aux États-Unis ça n'existe pas, et donc du coup les repreneurs sont effectivement face à une problématique où il faut qu'ils financent leur vie quotidienne pendant la durée de la recherche, et donc ce modèle dérive de ce constat. Donc moi j'ai j'ai réuni une douzaine d'entrepreneurs, enfin un peu plus en l'occurrence, sur ce projet-là il y a 2 ans, ils m'ont donc apporté de quoi financer mon budget de recherche, y compris au-delà de mon salaire, et c'est peut-être un peu les choses que je voudrais partager ce soir, une approche très professionnelle et très industrialisée de la méthode de recherche. Il y a d'une façon générale le CRA, je pense que tout le monde connaît, ça fait un peu référence sur la reprise. Il donne un peu des conseils sur le sourcing qui sont semblables au final à ce qu'on a fait, à ce que moi j'ai fait de façon active, ce que Marc n'a pas fait puisqu'il s'est fait accompagner par quelqu'un à qui il a confié un mandat. Donc ça lui a évité de faire toute cette partie assez laborieuse de contacter des gens individuellement. Le schéma du CRA est un peu la même chose que ce que j'ai fait, mais de façon plus artisanale, puisque le principe de l'approche du marché caché, ce que font au final les mandatés par marque quand ils cherchent une entreprise pour le compte d'un acheteur, c'est qu'ils vont contacter individuellement des entreprises en leur demandant si elles sont à vendre, et en expliquant qu'ils ont un mandat d'achat pour quelqu'un qui est un type super et qui les a payé très cher pour le faire. Voilà. Et qui vont en plus se servir sur l'acquisition. Voilà. Et donc ça se rembourse après. C'est surtout en success fee. Oui, c'est sur l'acquisition. Oui, ils se sont pas payés très cher à ce moment-là. Ils se payent sur l'acquisition. Ouais. C'est une part significative quand même. À la fin, oui. Du coût du deal. Ah ouais. Ouais. Au début, non. Non, tout à fait. Et donc en ce qui me concerne, du coup, j'ai fait la même chose, mais je l'ai fait tout seul. Et donc, pour ce faire, moi, je me suis accompagné de stagiaires. J'ai embauché des stagiaires pendant, au final, j'aurais eu 12 stagiaires sur 2 ans de recherche. Ah ouais. Donc, répartis avec des stagiaires de 6 mois, des stagiaires de quelques semaines, des stagiaires de 2 mois. L'intitulé du stage, c'est analyste junior en private equity, puisque c'est au final ce que fait un stagiaire à mes côtés. C'est la même chose que ce que font les stagiaires de Frédéric dans son équipe, avec une dimension un peu plus start-up et sans doute un peu plus sympa. On n'est pas en cravate déjà, alors que chez Frédéric, ils sont tous en cravate. Obligatoire. Ou en chemise, et moi, ils pouvaient être en polo. Donc, il y a un contexte de travail qui pouvait être attirant, que j'ai essayé de mettre en avant sur le fait que l'activité et l'apprentissage seraient le même que dans une activité de fonds d'investissement, mais que ce serait plus sympa. Et donc, j'ai eu 12 personnes qui m'ont du coup démultiplié ma force de travail, puisque quand il s'agit, à un moment, quand il s'agit d'être curieux, on fait du public postage sur Word et on peut envoyer à peu près 40 000 lettres par semaine, si tant est qu'on ait 40 000 adresses. Mais ça, il y a Diane qui le donne. Donc, en fait, on peut très bien arriver à avoir un système très industriel, mais évidemment au détriment de la personnalisation. Soit on va à l'inverse et du coup, on cherche à personnaliser le courrier et à identifier quelques mots-clés, quelques façons, enfin, en ayant étudié le site, connaître un peu le secteur, identifier peut-être des informations sur dirigeant, aller voir s'il a un Facebook, regarder ce qu'il aime, essayer de trouver des points d'entrée, des points d'accroche. Donc tout ça, c'est un travail que j'ai fait et fait faire à mes stagiaires qui m'ont permis d'avoir du coup des courriers qui étaient très personnalisés et qui m'ont permis d'avoir un taux de retour qui était nettement plus élevé que ce que j'aurais fait sur du public postage. À peu près combien, ouais. Ça a été un peu variable, mais on va dire entre 10 et 20%. Et j'étais pas le meilleur de ce groupe de repreneurs avec un modèle search fund. Il y en a qui ont eu des taux bien plus élevés, enfin jusqu'à 40%. Et aux États-Unis, on obtient, par exemple, assez souvent, alors après, ils ont un écosystème qui est très différent, mais moi, j'ai eu en moyenne 20%. Dont une bonne partie, évidemment, pour des noms, mais j'ai quand même eu des gens qui m'ont réécrit à la main pour me dire non. Donc, des gens, moi, maintenant que je vois ce que c'est que le quotidien, je n'ai absolument pas le temps d'imaginer écrire un seul courrier de ce type. C'est que les gens ont été touchés par le contenu personnalisé du courrier. Donc, voilà, c'était un courrier d'une quinzaine de lignes qui ressemble certainement dans le contenu à ce que n'importe qui pourrait l'imaginer en sortant du CRA, mais en ayant notamment un premier paragraphe où moi j'avais cherché la personnalisation au maximum. Pour donner un peu des exemples, le mandat que mes stagiaires avaient, c'était d'aller chercher les mots-clés qui étaient souvent dérivés des valeurs du site qu'on trouvait sur le site
et de retrouver une formulation en reprenant l'intitulé exact des mots-clés, parce que c'était forcément des mots qui avaient été choisis par le dirigeant à dessein et qui donc faisaient écho chez lui. Donc, en reprenant les mêmes mots-clés, ça éveillait forcément son intérêt. Ensuite, il y avait certains sites où on pouvait récupérer un peu une typographie. Donc ça, je leur disais qu'il fallait personnaliser. S'il y avait des codes couleurs associés au site, on pouvait aussi les remettre dans le… À partir du moment où on fait de la personnalisation, il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est juste le temps qu'on décide d'y donner. Mais en l'occurrence, les stagiaires, ils avaient comme objectif de faire 5 courriers par jour. Parce que je voulais aussi qu'ils aient une partie de temps d'analyse sur les dossiers qu'on avait identifiés. Et donc, qu'ils soient pas, enfin, c'était pas un boulot de secrétaire, un stage de secrétaire que je leur ai proposé, c'était un stage d'analyste. Combien de courriers envoyés? 2400. Et donc, du coup, la deuxième partie, Ça fait 400 réponses, 500 réponses. ouais. Donc c'est du boulot aussi. Ah bah après, il faut analyser, ouais. Et puis derrière, C'est pas une grande partie des réponses sont négatives. Hein. ouais, il y avait quand même des noms dans les réponses. Heureusement, finalement. Heureusement, finalement. Du coup, tout ça vient, effectivement, m'amène à mon deuxième point en termes de personnalisation. Et bon, c'est des exemples. Au final, je pense que le message principal, c'est qu'il peut être innovant sur ce processus, qui est au final un simple processus commercial où on se vend soi. Et donc, en fait, n'importe quel outil commercial, on peut regarder les vidéos de Michel Aguilar pour s'inspirer aussi éventuellement de techniques de commercial. Et il y en a plein de contenus sur Internet. Mais d'une façon générale, ça n'est qu'un bête processus commercial où le produit, c'est vous et où donc c'est un marché concurrentiel. Donc, il faut vous placer par rapport à d'autres produits concurrents. Et donc, après, en termes d'organisation, une autre façon de faire, c'est que pour faire face justement, enfin, pour traiter le volume on traitait, mis en place un CRM. Donc, j'avais pris un abonnement pendant 2 ans à un CRM qui s'appelle en l'occurrence Pipedrive, mais il y en a d'autres comme HubSpot ou autres qui sont. Il y en a plein de CRM sur Internet. Celui-ci était le moins cher sans doute. Et je l'avais automatisé après avec un outil qui s'appelle Lemlist, qui permet de définir une séquence à partir du moment où la fiche est créée et rentre dans la séquence. Alors la séquence, je peux vous la redécrire si vous voulez, mais chacun a défini la sienne. Il y avait un point d'entrée avec une visite de mon profil LinkedIn sur le profil LinkedIn du dirigeant. Ensuite, il y avait quelques jours plus tard une demande de contact faite sur le profil du dirigeant via LinkedIn. Ensuite, il y avait un message envoyé en disant avez-vous reçu mon courrier papier? Parce qu'évidemment, tout ça a été fait en papier à la base. Donc, du coup, la séquence était déclenchée au moment où on postait le courrier. Le courrier était d'ailleurs posté dans une enveloppe de couleur. Comme ça sort du lot quand le dirigeant reçoit le courrier à sa boîte. Elle était marquée personnelle de façon à ce que ça puisse éventuellement, s'il y a des consignes d'ouverture du courrier par la secrétaire, qui pourrait se dire ah bah ça c'est un courrier de rachat de boîte, je vais opportunément le laisser tomber dans la corbeille. Donc il peut y avoir voilà des réflexions diverses. L'idée c'est d'arriver à décrocher l'entretien, voilà, et après derrière on fait un reset parce qu'une fois qu'on a obtenu le rendez-vous téléphonique ou physique avec le client ou l'acheteur potentiel, à savoir le vendeur, du coup on part sur notre histoire. Mais ce qui est important, c'est d'avoir déjà l'accès au dirigeant pour lui dire au fait, est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que mon profil vous intéresse, est-ce que voilà, on peut tomber d'accord sur quelque chose. Donc CRM, stagiaire, automatisation, voilà, c'est des exemples pour illustrer en tout cas la façon dont moi j'ai procédé, qui m'a permis déjà d'arriver à mes fins. Mais il y en a plein qui le font sans ça. Mais en tout cas, ça peut être des morceaux de mon expérience dont je veux vous informer. Je vérifie juste si je n'avais pas d'autres. Si, alors il y avait d'autres choses que j'avais faites aussi, mais je ne sais pas très bien si ça a eu un vrai impact. Mais j'avais fait un site web pour me présenter aussi, donc ça me permettait de joindre une carte de visite avec mon site web, de façon à ce que si le courrier de quelques lignes retenait l'attention de la personne qui le recevait, elle pouvait avoir un peu plus de détails. J'avais aussi, j'ai eu un stagiaire pendant 2 mois qui a fait une séquence de vidéos sur mon projet et on postait toutes les semaines une vidéo pour mettre en avant un des aspects du projet. Donc le fait que j'étais accompagné par des entrepreneurs, le fait que j'étais un entrepreneur individuel, ce qui pouvait avoir de la valeur pour un cédant de ne pas vendre à un fonds d'investissement ou un concurrent. Donc toutes ces dimensions-là, je les avais un peu identifiées et j'avais sectorisé ça. Et puis on avait fait une séquence de vidéos. Donc j'avais essayé d'animer un peu le fil LinkedIn. Donc j'ai eu un stagiaire pour ça qui a fait un peu du community management. Le site web m'a permis aussi d'avoir quelques points d'entrée anecdotiques, mais ça peut servir à avoir une visibilité et à vous présenter plus en détail que sur un courrier où l'idée justement c'est de pas être rébarbatif et trop long,
Donc voilà, moi j'avais 10-15 lignes. Je pense que c'est le maximum qu'on peut avoir sur un courrier comme ça si on veut que le type arrive au bout jusqu'à la signature, quoi. Et alors, au terme de toute cette démarche, tu as eu à peu près combien de rendez-vous téléphoniques avec des cédants alors? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu mes statistiques, mais j'en ai eu, voilà, sur 20% de retour, j'ai dû avoir entre je sais pas, 5 ou 7%, entre 5 et 10% de retours favorables, peut-être 5%, on va dire. Donc, j'ai dû avoir une centaine d'échanges, dont certains ont débouché sur des visites d'entreprise, d'autres pas forcément. Après, c'était moi qui décidais ou non d'y aller en fonction de. Il y en a eu beaucoup. Enfin, ça, c'est quand même un point intéressant, pertinent, je pense, de la démarche du marché caché. Moi, j'ai été exposé à plusieurs opportunités qui ont été ensuite sur le marché. Donc, c'est une réalité qu'on peut tomber. Alors, bon, il y en a un qui m'a répondu, bah, si vous voulez, ma boîte est à vendre pour 100 millions chez KPMG. Je vous donne les coordonnées du gars. Je n'avais pas 30 millions d'equity, donc du coup, je me suis abstenu de contacter KPMG. Mais donc, il y a réellement des boîtes qu'on touche par le marché caché avec une analyse sectorielle ou autre qui sont à vendre au moment où on arrive. Et en fait, si on arrive, la séquence juste avant, intellectuellement, pendant la tête du cédant qui est, c'est bon, j'ai décidé que je vais vendre. C'est important. Je vais contacter quelqu'un. Alors, il contacte d'abord la petite banque d'affaires locale, etc. Donc, s'il n'a pas des copains dans cette boîte-là, dans cette banque d'affaires locale, il va mettre un peu plus de temps à trouver un contact. Et donc, si on arrive dans ce moment où il a décidé et où, quelque part, il n'était pas très bien comment s'y prendre, vous lui apportez une solution. Et enfin, pour peu que voilà, votre prix soit raisonnable et l'idée est de toute façon, dans une démarche de marché caché, elle est structurellement d'être exposé à des opportunités qui sont moins concurrentielles, que par définition, le cédant aura moins été sollicité par des offres concurrentes que la vôtre. Maintenant, ça reste de toute façon un marché assez liquide, le marché de la transaction d'entreprise. Et donc, il y a quand même des multiples de références, quoi. Du coup, sur un process, ça a duré 12 ans, là, si j'ai bien compris. Ça a duré 2 ans. Et la prospection a continué pendant 2 ans, c'est-à-dire que vous réalimentiez le pipe finalement, parce que Alors, j'imagine que dans les gens que vous avez eu, il a commencé à y avoir des négos, ou je sais pas quoi. Ah oui, alors c'est important. C'était une des choses importantes que j'avais identifié. L'avantage concurrentiel d'un repreneur externe par rapport à un repreneur interne, c'est d'avoir donc MBI versus MBO. Le seul avantage, on a tous les autres désavantages, à savoir de ne pas connaître la boîte, d'avoir un risque d'asymétrie d'information, etc. Le seul avantage qu'on ait, c'est d'avoir plusieurs cartes dans son jeu. Oui, ouais, jusqu'à un certain point, parce que quand on avance dans la discussion, à un moment, enfin en tout cas dans mon cas, en fait, d'abord on tombe un peu amoureux de la boîte, parce que sinon pour la vendre à tous les investisseurs, les banquiers, machin, à un moment, faut s'auto-alimenter. Surtout, ça prend quand même pas mal de temps. Enfin, moi, en ce qui me concerne, sur les 1 an et demi, entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai fait le deal, j'ai continué à regarder d'autres sites pendant 6 mois seulement, maximum. Après, À un moment, il faut que ce soit celle-là. dans mon cas, c'était comme ça. C'était une reprise assez complexe. Hein, donc, Moi, j'ai continué à alimenter un petit peu, mais il y avait une partie du sujet, c'est que j'avais des stagiaires jusqu'en décembre. Donc, en fait, à un moment, quand on travaille sur un deal, ça les occupe pas à temps plein non plus. Je leur ai fait faire du travail qui m'ont permis de commencer à préparer la suite du développement, etc. Mais bon, voilà, à un moment, c'était aussi en fait de la sécurité, et ça rejoint quand même le premier point qui est un point important dans un schéma de reprise. C'est que avoir plusieurs cartes, c'est fondamental. C'est la seule chose que vous avez face au cédant. Et donc, à un moment, si les discussions dérapent, il faut avoir d'autres cartes dans son jeu. Ouais. Et la seule façon d'en avoir, c'est de maintenir un pipe actif et de faire hyper attention justement à mesurer le biais de escalation of commitment, ils disaient en anglais. Donc, l'engagement qu'on prend avec le temps, c'est un vrai sujet. ça, je confirme hein, qu'il faut avoir toujours. Pas forcément là, c'est pas la seule façon d'avoir d'autres cartes, c'est une façon sans doute la meilleure, mais il y a d'autres façons de le faire. Dans mon cas, c'était autre chose, mais j'ai toujours été prêt à dire non à mes cédants. Et d'ailleurs, c'est pas l'objet de ce soir, mais parce que on est plus sur la recherche, mais j'ai eu plusieurs fois, y compris 2 jours avant le closing, où j'ai dit carrément à mes fonds que je ne signais pas. Et donc j'étais persuadé, et je savais ce que je ferais autrement.
Donc, il faut toujours avoir cette indépendance d'esprit et je pense que tu le soulignes et tu as raison, parce que on a que ça, en fait. Hein. Surtout, comme je viens de le dire, quand on tombe amoureux de sa cible, c'est de plus en plus difficile. Donc, il faut avoir garder quelque chose. Si je peux ajouter un truc sur ces plans B, l'intérêt du marché caché, c'est qu'on a réellement des plans B qui naissent avec le temps, parce qu'en fait, à force de rencontrer les cédants qui disent, moi, je suis pas forcément à vendre, mais par contre, j'aime bien ton approche. Est-ce que tu veux pas venir bosser pour une de mes boîtes? En fait, ça génère aussi automatiquement des plans B, et donc c'est un deuxième intérêt de cette démarche-là. Voilà. Et au final, tu as repris une entreprise qui est intermédiaire comme marque ou pas? Non, au final, j'ai repris une entreprise. Alors, ça amusera peut-être les matheux, mais c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, qui a été souligné par un de mes investisseurs au début de mon processus, qui a fait une école représentée par Frédéric ici, et qui me soulignait que le problème du repreneur, c'est un problème qui s'apparente au problème du secrétaire. Je crois que je t'en avais parlé, Frédéric. Secrétaire et problème, qui est un problème qui est une théorisation d'une situation où vous avez, face à une embauche, vous avez un pool de 100 personnes, par exemple. Soit vous dites oui, ça s'arrête, soit vous dites non, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et donc, il y a un moment, la question, c'est quel est l'optimal? Quel est le candidat optimal? Et en fait, le candidat optimal, c'est une situation qui, du coup, a comme réponse 1 sur E, en l'occurrence, donc ça fait à peu près un tiers. Et ça se traduit concrètement par le fait de dire que, en fait, on regarde pendant le premier tiers tous les candidats en les classant dans une grille de lecture qu'on aura définie. Et à partir de 1 sur E, on prend celui qui dépasse la meilleure note qui a été donnée jusque-là. Donc, le premier tiers, ça va définir l'échantillonnage, la taille de l'échantillon. Et ensuite, l'optimal, c'est le premier qui, si sur vos 30 premiers candidats sur 100 ou 33, le meilleur avec 84, le premier qui dépasse 84, c'est le meilleur. Et donc, le parallèle qu'on peut faire avec la recherche d'entreprise, c'est si on considère qu'on a une exposition à des opportunités qui est à peu près linéaire sur les 24 mois, on a à peu près identifié ou échantillonné sa taille de marché par rapport à ce qu'on recherche comme type de secteur, etc., comme taille de boîte, au bout de un tiers de 24 mois. Et moi, pour revenir là-dessus, du coup, j'ai identifié l'entreprise à peu près à ce moment-là. C'est sans doute un hasard. Tu pourras nous la refaire. Le pipe n'est pas régulier. Le pipe n'est pas tout. Alors, on est d'accord que la traduction concrète ou l'application implique effectivement qu'il y a une. Un régime de croisière. Oui, mais en fait, à partir du moment où on est en marché caché, on peut se permettre cette approximation, puisque de fait, moi, le niveau d'envoi des courriers était le même tous les mois. Et il y a effectivement un trou en août, un trou fin d'année, mais on a quand même, sur du marché intermédiaire, je pense que c'est moins vrai, même si en ce moment, je crois qu'il est assez dynamique. Mais sur du marché caché, on peut faire l'hypothèse de cette linéarité. Dans mon cas, j'avais à peu près, avec la société, avec l'entreprise que j'ai mandatée, dans ma phase de recherche, et à peu près un contact par semaine. Ouais. Une fois qu'on était lancé, c'était à peu près une entreprise par semaine pour donner un ordre de grandeur. Donc c'était peut-être un peu plus faible que toi quand même, mais très qualifié par contre, avec déjà un peu de nettoyage préalable sur les faux vendeurs et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, François, pour ce témoignage très vécu. Ouais. Je vais ajouter un petit point en faveur de la démarche que j'ai suivie, non pas que ce soit la tienne n'est pas intéressante, parce qu'en plus elle l'est vraiment, et en plus elle s'applique bien dans certains cas, plus particulièrement, c'est que les entreprises qui font leur recherche, qui en font leur métier de rechercher sur le marché caché, au bout d'un moment, je pense que c'est peut-être ton cas, Françoise, les entreprises elles les connaissent et en fait dans certains cas elles les rappellent plusieurs fois. Donc en fait, elles n'ont pas forcément travaillé comme tu l'as fait de façon très industrielle, le contact au premier coup, mais elles les connaissent autrement. Donc premier coup, elles peuvent l'avoir contacté pour un client, mais un repreneur puis ça n'a pas fonctionné. Puis quelques années après, parce qu'elles sont bien organisées et ces entreprises gardent la mémoire de ce qui s'est échangé à ce moment-là, peuvent rebondir dessus. Donc ça crée une autre façon de créer on va dire un angle pour la relation avec les entreprises. Bonne transition. Je ne sais pas si François est d'accord.
Moi, je fais tellement du sur-mesure qu'on ne retrouve pas forcément Non, le même. Et T'as pas ça? je suis un peu aux antipodes en méthode très artisanale par rapport à tout ce que vous avez industrialisé. Donc, Ah oui, parce que moi c'était c'est aussi notre approche. industrialisé, mais Ouais. différemment. Et... Alors, on va en profiter pour donner la parole à Françoise, justement, pour que vous présentiez un peu Discern Partner et votre démarche. Eh ben, bonjour à tous, bonjour. Moi, j'ai créé Discern Partner il y a 12 ans, pardon, 12 ans maintenant, et dans le but justement de faire de l'accompagnement sur mesure d'acquéreurs, donc soit personnes physiques en première acquisition, soit dirigeants de PME en croissance externe. Donc, c'est la même démarche. Hein. Et la démarche, je dirais, en 3 étapes. La première, c'est bien cerner les attentes spécifiques de chaque acquéreur. Quand c'est une personne physique, c'est au niveau de sa personnalité. Donc, il y a un test de personnalité orienté sur une dimension entrepreneuriale. Bien mettre en exergue ce qu'ils souhaitent, parce que ceux qui sortent des grands groupes et qui s'imaginent reprendre avec un fonds majoritaire, parce qu'ils ont peu d'argent, et finalement, quand on voit la personnalité, ils sont plutôt en rejet de travailler en équipe ou soumis à une certaine... Donc, bon, voilà, il y a des choses à cadrer un petit peu dans un projet au départ, sur là où la personne se sent bien et là où elle souhaite aller en fonction de son apport. Et puis, donc bien se connaître. Donc, ce test permet aussi d'affiner les recherches et après de rentrer dans un cahier des charges très sur mesure. Donc, il y a des points communs avec vous, mais volontairement de façon artisanale. Et moi, je fournis à chaque client un certain nombre de sociétés correspondant à ces critères. Donc, c'est une extraction critères en fonction de ses secteurs d'activité, de sa taille en fonction de son apport. Et troisième point, de la géographie. Parce qu'en fait, il y a toujours des régions ou des départements sur lesquels on préfère vivre. Donc pour réduire le spectre déjà de... Alors, il y a ceux qui peuvent être partout en France, mais ça laisse des spectres assez larges. Donc, j'essaye de réduire volontairement pour arriver à un cœur de cible. Et ensuite, je leur fournis ce fichier. Et eux-mêmes travaillent sur le cœur de projets un peu coup de cœur, finalement. Et on arrive... Le but est d'arriver à 30 sociétés. Donc, on réduit beaucoup par rapport à vous. Par contre, sur ces 30, voire même parfois moins, hein, j'ai un client derrière moi qui en avait 9, et sur 9, on a eu 5 rendez-vous. Donc, voilà, mais c'était hyper ciblé. Et donc après, on approche les sociétés, courrier confidentiel aussi, très personnalisé. Et je retéléphone. Là, l'intérêt, c'est de créer du lien avec le dirigeant très rapidement, donc sous les 2 jours. D'où le fait d'en avoir que 30, parce qu'il faut tous les appeler. Et là, je n'ai pas de stagiaire, c'est moi personnellement qui le fais. Et là aussi, c'est un peu l'ADN de l'entreprise, parce qu'il faut que la personne connaisse bien. Quand j'ai le dirigeant enfin au téléphone, expliquer, parce qu'il me dit, mais je ne peux pas vendre. Je sais bien. Là, je laisse un blanc, mais mon client vous a choisi. Ah. Et c'est qui votre client? Comment il me connaît? Et en fait, sur le panel, on s'aperçoit qu'il y en a certains, effectivement, ils ne sont pas du tout à vendre, mais finalement assez à l'écoute parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'en occuper, mais ils me disent, bah, c'est vrai, j'ai eu des soucis de santé, ma femme me dit qu'il faudrait lever le pied, mais bon, et là, il peut avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui l'a choisi, son secteur, son activité, sur lequel il est légitime. La rencontre a du sens. J'ai vu des fois appeler des gens qui me disent bah, justement ça tombe bien, j'ai décidé de vendre. J'ai un cas dernièrement où il me dit bah, ça tombe bien, le courrier est parti le lundi, le mercredi je téléphone, il me dit bah, justement j'ai décidé de vendre, ça tombe bien, je sais pas très bien, mais j'ai déjà si et oui, et ce week-end je prends ma décision. Là c'était un peu Pas classique. Pas classique. C'est un cas parmi d'autres, je vais vous donner d'autres exemples. Et finalement, en discutant avec lui, je lui explique pourquoi mon client l'avait choisi, ne sachant pas que c'était son activité. Donc, elle était... Et je lui propose d'envoyer justement un document un peu comme vous faites sur le projet de mon client, qui est un projet personnel, un projet de vie, souvent qui entraîne une famille, parce que parfois on déménage, etc. Et puis les atouts de mon client. Donc, c'est 2 documents qu'on a préparés en amont quand on vient le dirigeant et on voit dans la foulée en raccrochant. Et je parle de ça et il me dit, écoutez, ça m'interpelle, je vous propose de venir, si vous pouvez, vendredi soir, 18h, avant ma décision ce week-end.
Et on est allé à 18h, on a eu un très, très bon contact. Et avec mon client, un jour, départ en vacances, plein sud de Paris, enfin tout ce qu'on évite en général. Et il m'a rappelé lundi matin et il m'a dit, écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce rendez-vous et j'ai décidé de reporter d'1 mois la décision pour vous permettre à vous aussi de me faire une offre. Et au final, on a été retenus. Donc finalement, là, on arrivait vraiment en dernière ligne droite de sa décision, hein, un peu la dernière ligne droite du marathon quand on arrive sur les stades. Et finalement, donc tant que c'est pas signé, c'est pas signé. J'ai eu un cas un peu similaire dernièrement avec une femme que j'arrivais pas du tout à joindre. J'ai laissé plusieurs messages et elle a fini par m'appeler un jour et me dire, écoutez, en fait, je vous ai pas rappelé parce que c'est déjà très, très avancé. Et là, on est avec les avocats. Et finalement, là, cette semaine, l'avocat est en vacances. Alors, elle avait une petite fenêtre là. Finalement, elle a reçu mes clients et c'est finalement mes clients qui sont. Parce que je lui ai dit, mais est-ce que c'est signé? Est-ce que vous avez une LOI? Non, pas encore. Je me dis, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Donc voilà, il y a des cas. J'ai des cas où on arrive effectivement très en amont et ça peut donner l'idée. On se dit, tiens, c'est vrai, il faudrait que je m'en occupe. J'ai quand même un âge, il va falloir que j'y pense sérieusement. Ça, c'est des cas qu'on trouve assez régulièrement, donc il faut. Mais c'est finalement, ça va quand même assez vite, même sur des cas où le dirigeant n'a pas fait de démarche spécifique, parce que sur des tas, il n'est pas. C'est celui qui a tout pouvoir, en général, il a la majorité, donc il est le seul à pouvoir se dire, bon, d'accord, bah, je prends la décision. Et la rencontre, moi, je suis extrêmement impressionnée par le fait que la rencontre humaine est un vrai levier. Enfin, le dirigeant se dit, tiens, voilà quelqu'un qui, effectivement, sera dans la lignée de ce que j'ai bâti, va développer, même si je vends, l'esprit perdure. Et ça, c'est quand même super important. J'ai eu un cas aussi où un dirigeant, je l'appelais, et il me dit, écoutez, alors j'y pense effectivement, mais j'ai pas le temps. On revenait dans 1 mois et demi. Je ne sais pas si le stagiaire aura noté. Bon, en tout cas, je lui ai dit à ce moment-là, non, c'est maintenant qu'il veut me voir, c'est pas dans 1 mois et demi. Et donc, on a changé le téléphone. Et puis, il a fini par me dire, attendez, je vais prendre mon agenda. Il avait une dispo pour un déjeuner 2 jours après. Et donc, j'ai dit, OK, je sais que mon client, c'était son projet de vie. Et finalement, il l'a rencontré. Et dès ce premier rendez-vous au déjeuner, il lui a dit qu'il avait quelqu'un qui tournait autour depuis 1 an, mais qui n'avait pas du tout confiance. Donc, en fait, ça tournait, mais ça n'avançait pas. Et moi, je l'ai rappelé dans l'après-midi, il m'a dit, écoutez, très, très intéressant, il y a un très bon contact. Je voudrais qu'il rencontre mon épouse. Et quand il a rencontré l'épouse, j'ai retéléphoné, il m'a dit, ma femme m'a dit, c'est l'homme qu'il nous faut. Et 1 mois et demi après, on avait signé la LOI. Donc, effectivement, il y a des cas, voilà, c'était vraiment des cas de rencontre parce que 1 mois et demi après, gentiment, parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais très, très bon contact, je lui ai dit, vous vous souvenez, m'aviez dit, mais, heureusement qu'on a avancé parce que maintenant, au CRA, ils doivent savoir mon âge, ça a dû se savoir. Et j'ai plein de gens qui m'appellent. Et je leur dis, c'est trop tard, j'ai déjà mon successeur. Vous voyez, la fenêtre de tir, elle était quand même. Parfois, avant, c'est trop tôt, avant, c'est déjà. Mais tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Et donc là, il faut prendre le train en route. Et après, c'est une histoire de personne. Hein. C'est vraiment. Ouais, je voudrais juste rebondir parce que finalement au début tu as dit et c'est intéressant que dans ton repreneur il avait choisi sa boîte. Il faut pas se méprendre, à la fin ça reste un vrai sujet comme François l'a dit de séduction. En fait on est en vente de soi-même. Hein. Le repreneur c'est lui le produit. Hein. Donc faut jamais l'oublier, même si on peut dire ça à un repreneur et à un vendeur pardon en puissance. Et à la fin c'est quand même le vendeur qui choisit. Hein. Ça c'est pour lui qui choisit et c'est lui qui a les manettes. Hein. Non, mais tu n'as pas dit le contraire, mais c'est vrai que ça pourrait laisser penser que. Mais non, pas du tout. Hein. Non, c'est vraiment une histoire de rencontre. Hein, il n'y a pas deux contextes similaires. Dernièrement, j'ai appelé une société pour qu'on ait un client en province. On savait que c'était une société familiale, donc c'était un peu de chance, mais il a voulu prendre le risque. Le grand-père fondateur, 2 fils dirigeants à 50-50 et un petit-fils dans l'entreprise. Donc, on se disait, le petit-fils, 32 ans, il a quand même peu de chance. Et finalement, contre toute attente, moi, j'ai eu un très bon contact avec les 2 frères qui ont accepté le rendez-vous. Ils m'ont dit, c'est intéressant, etc. Et en fait, on a avancé avec mon client et avec qui on avait préparé un peu le fait de faire perdurer un peu l'esprit de famille. Et finalement, il va rentrer. Et là, lui, il doit être signé ces jours-ci avec les avocats. Et
Et il y a eu l'idée, enfin, on a parlé ensemble de faire un montage dans lequel on incluait le petit-fils comme associé à 20%, parce qu'il était encore jeune, donc il n'avait pas les moyens, lui, de reprendre, comme 80 personnes dans la société. Mais finalement, il va rentrer à 10 ou 20%. Un petit fonds local souhaitait rentrer, et donc 70%, il reprend. Mais on a fait aussi un projet de pacte d'associés, où au moment où moi, mon client souhaitera partir, de mettre une priorité de vendre ses parts ou de les proposer au moins au petit-fils. Auquel cas, ça peut continuer à rester dans la famille. Donc en fait, tous ces montages font que c'est des histoires humaines, parce qu'un fonds n'aurait pas pu proposer de tels montages, voilà, ou d'autres personnes n'auraient pas gardé cet esprit familial finalement. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu les deux frères derrière mon deuxième rendez-vous, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Ils étaient, pour eux, c'était une solution qu'ils n'avaient même pas imaginé, pouvoir partir en gardant esprit de famille et en se disant plus tard, peut-être que le petit-fils reprendra. Donc si, là aussi, je vais essayer de rebondir. Enfin, je trouve que c'est intéressant que le côté sur mesure, mais je vais aussi retenir que, à mon avis, et ça, je sais pas si c'est ton cas, François, mais enfin, c'est des fois un peu dans l'adversité, c'est-à-dire qu'on pense que c'est pas les choses les dossiers les plus évidents qui seront forcément les plus intéressants. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. C'est un peu ce que je comprends de C'est vraiment dans un cas où il y a déjà les deux frères, le petit, on se dit mais c'est impossible qu'ils vendent. Je sais pas si moi dans mon cas c'était une entreprise qui était d'une taille impossible à atteindre pour un entrepreneur individuel, mais parce qu'elle avait aussi des défauts, on va dire. Je sais pas si toi, François, tu as vécu comme ça, ton expérience, il y avait aussi un truc particulier sur ta boîte? Il y avait la géographie aussi, si je puis me permettre. C'était quelqu'un qui était du même département, Rennes, etc. Donc, oui, ça crée il y avait aussi un lien de personnes locales. Oui, c'était des Rennais, on a un Rennais. Et donc, pour moi, la géographie est importante aussi. Ouais, alors non, moi j'ai pas eu de point particulier. Je confirme que c'est effectivement l'histoire de personnes, parce qu'en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment un projet de préservation de l'héritage familial. Moi, c'était un repreneur qui avait, enfin un cédant après son père, donc c'était une dimension importante et que moi j'ai mis en avant très tôt dans mon processus. Et je pense que là aussi c'est un autre avantage concurrentiel qu'on a en tant qu'entrepreneur individuel. Il faut vraiment mettre en avant parce que en fait c'est là encore c'est le seul. Et donc il faut arriver à le valoriser, il faut arriver à trouver une façon, enfin, en fait, à trouver des cédants qui sont intéressés par cette dimension-là, parce que mécaniquement, enfin, tout le monde le sait ici, mais mécaniquement, enfin, les offres ne sont pas concurrentielles entre un repreneur personne individuelle et un repreneur personne morale. Donc, on peut pas, enfin, il faut chercher des gens qui peuvent être intéressés par l'idée que le prix soit pas la seule dimension, d'où voilà, la pertinence de l'histoire humaine. Il y a deux choses que je pourrais rajouter à ce que François disait. Le premier, c'est que je pense qu'il faut faire attention en tant qu'entrepreneur individuel, justement, au temps qu'on dédie à une opportunité. Parce que ça arrive fréquemment qu'un repreneur personne individuelle soit utilisé comme lièvre pour faire monter les enchères, notamment chez les repreneurs personnes morales. Et donc, il faut faire attention à mesurer son énergie. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'emballement qu'on peut avoir en tant que repreneur. On se prend de la passion pour le business, la boîte, les gens, le cédant, l'histoire, etc. Et en fait, on se retrouve planté au moment de la LOI parce que c'est l'autre LOI qui est choisi. Et on se rend compte a posteriori qu'on a passé beaucoup de temps et mis beaucoup d'énergie dans une opération sur laquelle, de toute façon, on partait perdant. Donc, il faut faire attention à ça. Quand tu parlais des secteurs, je voudrais juste revenir sur ou des critères qu'on peut mettre. Classiquement, les repreneurs utilisent Diane ou ce genre d'outils avec des filtres par code NAP, etc. Et des filtres par taille, enfin métriques financières. Je voudrais citer un exemple d'un copain repreneur qui, lui, avait arrêté, alors, sa cible était sur des EBE significatifs, au-dessus du million d'euros. Il était passé à 0 dans ses critères le jour où il a trouvé une boîte dont il y avait un retraitement d'1 million sur l'EBE. Et donc, en fait, il s'est rendu compte qu'il perdait tout un tas de dossiers. Et donc, le point sur lequel je pense qu'on peut, il y a un vrai point à retenir, c'est soyez pas spécifique sur les codes NAF, parce qu'en fait, la boîte a pu être créée sur une activité il y a 30 ans, elle a pu pivoter. Et donc, si jamais vous vous intéressez pas à ce qu'elle fait aujourd'hui, en fait, vous n'allez jamais la sortir de Diane dans un secteur donné. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire quand vous avez identifié un secteur qui vous intéresse, que de se contenter des codes NAF, qui est quand même le truc déjà que tout le monde fait
Donc, c'est pas très spécifique et c'est pas très différenciant. Donc, vous allez vraiment dans l'océan bleu au lieu d'aller chercher, enfin l'océan rouge, au lieu d'aller chercher l'océan bleu. Et le deuxième aspect, donc sur les métriques financières qu'on peut avoir à chercher, là aussi, soyez généreux parce que en fait, pour tout un tas de raisons, les dirigeants peuvent avoir fait des choix de communication financière qui vous font sortir des boîtes de vos radars. Oui, je le confirme que moi, je ne fais pas d'extraction avec ce critère sur le BE, parce qu'effectivement, si on met une taille, en fait, les gens peuvent vouloir ne pas payer trop d'impôts, donc du coup, vont avoir des EBE très faibles. Alors qu'en fait, si on fait des retraitements, donc moi, je ne fais pas d'extraction. Il est toujours temps de, après, quand on aura vu la société, et sur le BE, et puis je ne fais pas non plus sur l'âge du dirigeant. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs individuels, ils regardent plutôt qu'en 60 ans, mais 60 ans, il y en a qui sont en pleine forme, qui vont encore rester 10 ans, donc ce n'est pas un critère, il faut que ce soit sur l'activité, en fait. Moi, j'ai racheté, enfin, j'ai une cliente qui a racheté une société, un dirigeant qui avait 44 ans, terminé son LBO, c'était un ingénieur, c'était un profil commercial, il sentait, en fait, il n'a pas reconnu au départ, hein, mais il a accepté le rendez-vous, donc il lui a dit d'emblée, en fait, je crois que vous êtes la bonne personne pour les 10 ans à venir. Parce que je sens qu'il faut passer à un développement commercial et moi, c'est pas mon truc. Ouais, donc l'âge non plus n'est pas un critère quand je vois certains regarder tous ceux qui ont 60, 65 ans. Dans mon cas, ça a fonctionné, hein, ils partent à la Oui, non, mais ouais, c'est ça. Je vous interromps. On va Ça peut écouter Christophe Berthier parce que je pense qu'il faut changer un peu d'optique et voir l'optique de celui qui défend les cédants, les vendeurs, et qui, eux, ont aussi un impératif de bien vendre leur société dans laquelle ils ont travaillé toute leur vie. Hein. Alors, 2 mots de présentation sur Synercom France. On a un petit groupe national indépendant qui est composé de 8 bureaux. Et donc, je suis un des 8 associés de Synercom France. Notre marché, nous, c'est les dirigeants de PME, donc ce sont les personnes morales. Donc, on ne prend pas de mission pour des personnes physiques. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi je suis venu là ce soir, parce que je n'ai aucune perspective d'avoir des clients. Et c'est par amitié pour Frédéric que j'ai accepté de venir. Donc, on réalise des missions de cession. Allez, à 60%, on réalise des missions de cession d'entreprise. Donc, c'est à peu près 40% de croissance externe. Et donc, vous l'avez compris, toujours avec des clients qui sont des personnes morales. Donc moi, je vais représenter donc dans cette conférence en fait à la fois le marché ouvert parce que par définition, on va chercher de façon officielle des. Alors je vais me centrer, on est d'accord sur comme vous êtes tous des repreneurs dans l'esprit, donc je vais me centrer sur nos missions de cession. Je ne vais pas vous parler de nos missions d'acquisition parce que c'est moins intéressant. Donc, je vais me centrer là-dessus. Donc, nous, on est, par définition, on est sur du marché ouvert et puis on va aller donc chercher largement des repreneurs. Bon, faut avoir en tête qu'à partir d'une certaine taille, il y a quand même beaucoup de sites qui sont à vendre, qui sont intermédiaires, donc avec un Synercom France ou un Christophe Berthier ou un équivalent. Et je vous invite, moi, dans les recommandations que je vais vous partager, c'est cet acteur-là, il faut que vous compreniez parfaitement son rôle, ses objectifs, à quoi il sert. Pour être un peu trivial, l'objectif, c'est quand même d'arriver à vous le mettre dans la poche et pas qu'il devienne quelqu'un qui joue contre vous. J'ouvre une parenthèse par rapport à la remarque. Moi, je considère que mon rôle, c'est pas de défendre les intérêts du cédant, c'est moi, j'aime bien exprimer mon rôle en disant mon rôle, c'est de concrétiser le projet du cédant. Concrétiser, ça veut dire le faire réussir. Bon. Et un projet de cession, ça se fait à 2. D'accord ? Ça se fait avec un cédant et un acquéreur. Bon. Donc, quand je dis mon rôle, c'est de concrétiser ce projet, ça veut dire que je m'autorise aussi à partager des informations, des recommandations côté acquéreur de façon à ce que ça arrive au bout. Bon, je referme la parenthèse. Donc, quand je dis dans la compréhension je vais personnaliser en disant mon rôle, je vais commencer par mon business model. Si vous comprenez comment je suis rémunéré, ça va vous aider à comprendre comment j'agis. Parce qu'au bout du bout, l'argent, comme on sait tous, reste très souvent le nerf de la guerre. Donc, la plupart d'entre nous, on prend quelques honoraires de départ, mais limités, mais on prend surtout des honoraires au succès. Donc, dans honoraires au succès, on est d'accord qu'il y a succès. Bon. Donc, ça veut dire qu'on est très intéressé à ce que ça aille au bout. Bon. Donc, on a besoin d'être en confiance avec les profils d'acquéreurs qu'on va sélectionner sur leur capacité
non pas être, bien sûr être séduisant, attractif, etc., mais de délivrer, pour prendre ce mot à moitié anglais, c'est-à-dire d'aller aller au bout, ça veut dire aller jusqu'au closing, être capable d'avoir financé son opération, d'avoir fait tout ce qu'il faut pour aller au bout. Bon. Parce que sinon, moi, je suis en risque sur ma rémunération. On est d'accord, si parce que je vais arriver sur mon rôle, mais si je recommande moi un acquéreur à mon client et que cet acquéreur ne va pas au bout, qu'est-ce que je fais? Je recommence. Bon, pendant ça, je ne suis pas payé. Bon. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Donc, mon rôle, c'est de concrétiser des opérations, et c'est de concrétiser des opérations et des gens sont capables de les concrétiser, donc d'aller au bout. Et finalement, on parle beaucoup d'immobilier en ce moment, c'est exactement comme le rôle de l'agent immobilier. Dans le sens, avec un mandat de vente sur un bien immobilier avec un objet plus complexe, mais c'est le même mandat et c'est la même finalité qu'on est rémunéré au moment de. Et celui qui achète le plus cher. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une analogie. Enfin, l'analogie, parce que vendre une entreprise, il y a beaucoup, c'est quand même tellement différent de vendre un actif immobilier que je ne comparerai pas les deux. Mais je dirais, moi, j'aime bien utiliser le terme de direction de projet, directeur de projet, chef de projet. C'est d'amener le projet au bout. Et encore une fois, le projet, c'est réussir une cession, c'est une co-construction entre le cédant et l'acquéreur. Bon. Voilà, je préfère l'exprimer comme ça. Bon, et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au bout, mais mon client me demande d'aller au bout quand même. Il m'a demandé de vendre son entreprise, puisque moi, j'ai trié aussi avant les faux vendeurs. Je ne signe pas des mandats avec des faux vendeurs parce qu'ils me font perdre mon temps. Bon, donc, la mission qu'il m'a confiée, qu'il m'a déléguée, c'est bien d'aller au bout. Bon. Donc, c'est important de comprendre mon business model. Après, c'est important de comprendre le rôle que je joue de façon à chaque fois. Ah ouais, il est bien. Ah ouais, il coche toutes les cases. Bon. Et donc, mon rôle, lorsque je pilote une opération de cession, donc je vais évidemment faire toute la documentation qui permet de présenter l'entreprise. Ensuite, je vais aller avoir une réflexion sur des profils d'acquéreurs. Je vais les contacter. Puis là, on va en arriver au premier contact, première impression qu'on donne. Vous savez tous qu'on n'a qu'une seule occasion de donner une bonne première impression. Et parfois, enfin, clairement, là, donc en ce moment, j'ai des missions qui sont au stade donc on appelle ça, nous, on fait la promotion de la mission, c'est-à-dire qu'on va chercher des contreparties, donc des acquéreurs potentiels. Et j'ai des mails que je reçois d'acquéreurs potentiels, enfin, c'est déjà même pas la peine, quoi. Enfin, c'est donc des mails de personnes physiques. C'est la façon dont la réponse est faite, déjà, pour moi, c'est pas sérieux. C'est bon. Donc, mais c'est évident ce que je dis, hein, il n'y a rien de très extraordinaire, mais la façon dont vous allez entrer en relation avec quelqu'un comme moi qui a un mandat de cession, elle est primordiale. Donc, il faut que ça apparaisse professionnel, et de toute façon, de façon générale, il faut que vous apparaissiez comme professionnel sur toutes les étapes du processus. Et professionnel, c'est dans la première entrée en relation, bien évidemment, mais pour moi, encore une fois, c'est comme tout acte de séduction, mettez-vous à ma place. Moi, en fait, je considère que je suis un inquiet. Bon, donc, il faut me rassurer. Bon, qu'est-ce qui va contribuer à me rassurer? La qualité de votre présentation. Vous allez me dire, je ne suis pas tout seul parce que c'est compliqué de reprendre une boîte. Donc, OK, j'ai déjà mon avocat, j'ai un expert comptable, j'ai éventuellement un conseil type Françoise. Mais c'est de montrer qu'il y a une équipe. Bon, c'est tout ce qui est de nature à me rassurer sera bienvenu. Dans les explications pourquoi vous vous intéressez à cette affaire. Bon, j'ai reçu un courrier récemment, là. La personne, donc le monsieur me dit oui, ma femme connaît bien le secteur. Bon, non, mais c'est véridique, hein. Je dis, j'ai pas travaillé dedans, mais ma femme connaît bien le secteur. Oui, mais c'est madame qui est acquéreur ou c'est monsieur? Enfin, oui, mais c'est des choses qu'on reçoit, quoi. Bon, donc, c'est des exemples un peu rigolos pour illustrer le propos, mais votre pertinence, encore une fois, vous avez besoin de me rassurer. Bon, à partir de là, je vais vous donner effectivement vous aurez accès à l'info mémo. Et puis ensuite, l'étape d'après, c'est des rendez-vous de présentation. Bon, ces rendez-vous de présentation, ils sont à nouveau, donc rendez-vous de présentation avec le cédant. Bon, ce rendez-vous de présentation, il est évidemment important. Bon, moi déjà, ce qui est important pour moi, c'est pas de présenter un acquéreur potentiel au cédant, faire une réunion, puis à la fin, il me dit le gars, il était nul, ou la dame, j'ai perdu mon temps, donc moi, je perds ma crédibilité. Donc c'est pour ça que je trie au départ. Et puis, pendant ce rendez-vous, faut, évidemment, ça se prépare. Enfin, je vais revenir sur des choses basiques, hein, comme un rendez-vous commercial, quoi. Ça se prépare, vous avez bien étudié le dossier, vous posez des questions pertinentes, vous vous intéressez à ce qu'il fait, vous intéressez à son histoire personnelle. Enfin, voilà, tout ce qui va faire en sorte que à l'issue de ce rendez-vous, je veux dire, l'envie se crée. Bon.
Et secret, on est d'accord, oui, secret, pardon, je voulais faire un jeu de mots, mais il est raté complètement, donc je continue. Voilà, donc il faut que cette envie se crée, et puis ensuite, on va commencer dans des phases qui sont plus techniques. Bon, dans des phases qui vont plus techniques, on va commencer à regarder les comptes, la valeur, etc., faire préparer votre LOI. Moi, ce que je propose, et pour illustrer le fait que je me mets vraiment au service du projet, moi, ce que je dis aux acquéreurs, je leur propose de m'envoyer un projet d'LOI qu'à moi. Bon, comme ça, je dis ce que j'en pense, ça, c'est pas terrible, ça, je vous conseille de plutôt faire. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais j'ai dit, bah, ça, il serait mieux là-dessus. Voilà, j'ai cet échange avec des acquéreurs potentiels pour leur dire, voilà ce que je pense. Bon, puis après, je présente évidemment les LOI au cédant, mais je joue un rôle. Je considère que je suis payé pour ça quand même, pour donner plus qu'un avis, enfin faire une recommandation. Je fais une analyse comparative des différentes propositions, des différents projets. D'ailleurs, c'est pas que les propositions, c'est des différents projets, de leurs caractéristiques, pour dire, bah, de mon point de vue, je pense que voilà. Donc, en toute simplicité, je considère que faire mon métier de façon professionnelle, c'est quand même jouer un rôle important dans l'opération. Bon. Donc, il faut que je reviens à mon propos du départ. Me mettre dans votre poche, c'est quand même important. Il faut aussi que je sois séduit par vous. Sinon, vous passerez pas la rampe d'avoir le dossier de présentation, parce que je ne vois pas l'intérêt de le faire. Et puis, après, c'est une course d'obstacles. Il va falloir que vous passiez ces différents obstacles. Donc, voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire donc le marché ouvert intermédiaire. Il y a un acteur supplémentaire. Et cet acteur supplémentaire, il faut apprendre à le gérer, il a un rôle à jouer, et il faut essayer de faire en sorte qu'il devienne un allié dans l'opération, et pas, parce que de toute façon, s'il est contre vous, ça va être compliqué quand même. C'est quoi le pourcentage d'opérations que tu fais avec des personnes physiques? 20-30%. Mais clairement, c'est une prise. Pour moi, je considère, encore une fois, de ma fenêtre, et je vous parle franchement, de ma fenêtre, prendre une personne physique, moi, je demande par exemple des justificatifs sur l'apport en fonds propres, quoi. Il y en a qui râlent, et je dis, bah oui, vous dites vous avez 400 000 euros, ok, bah, si vous les avez, bah, vous êtes capable de me. Bon, c'est facile d'écrire 400 000 euros, quoi, mais donc. Encore une fois, je prends un risque. Je prends un risque dans la capacité à aller au bout. Donc, me semble-t-il, votre intérêt, c'est de me rassurer. Donc, de me donner, quand on a. Oui, mais je peux dire, oui, mais moi, je suis confidentiel, je veux pas. Enfin, ça fait partie de notre métier. Encore une fois, il faut me mettre en situation confortable. Sinon, c'est plus confortable pour moi d'aller chercher une personne morale qui existe depuis 10 ans, qui a des comptes qui sont rassurants, qui a des. Enfin, voilà, Donc, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Côté repreneur, pour rebondir, je trouve que c'est beaucoup plus confortable et sécurisant d'avoir un vendeur qui soit accompagné avec quelqu'un comme toi, parce qu'en fait, ça donne des opportunités d'échange, à mon avis, bien plus riches et bien plus abouti, à mon avis. Donc, c'est pas une contrainte, en fait. Je trouve que c'est plutôt une opportunité. Alors après, je vous ai donné le côté, parce qu'il fallait donner ce côté-là, mais je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'opportunités. Il y a des opportunités, effectivement, de l'échange que tu cites, mais il y a aussi le fait que c'est cadré, parce que moi, je cadre le cédant, parce que j'ai pas envie que ça dure 24 mois non plus. Bon, donc il y a un moment, je le mets aussi dans l'avantage. Bah oui, parce qu'à un moment, il veut concrétiser son opération. Le but, c'est pas d'être en vente pendant 36 mois non plus. En plus, c'est lui qui paye. Donc, oui, enfin, oui. Mais voilà. Moi, j'aime bien faire les parallèles avec des projets. Bon, il y a plein d'ingénieurs dans la salle, donc vous allez tous diriger des projets. Un projet, il y a un calendrier, puis ça se cadence, sinon c'est sans fin. Bon, donc moi, je considère que ça fait partie de notre valeur ajoutée. Alors après, tous les confrères le font plus ou moins bien. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, je considère que dans ma valeur ajoutée, il y a le fait de cadencer l'opération de façon à ce que ça aille au bout. Et à un moment, il y a telle date, il y a des choses à remettre. Enfin, il faut que ça soit un peu carré, quoi. Comment cela se passe-t-il pour toi qu'on vienne en rivalité l'opportunité d'aller au bout ou l'opportunité de chercher à vendre plus cher? Comment les deux questions se rivalisent-elles? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où, en fait, si on est sûr d'aller au bout, ça a quand même plus de valeur que de lâcher la proie pour une ombre, fût-elle meilleure?
Comment te sens-tu? C'est gentil, parce que comme ça, tu as répondu. Comme tu as répondu. La réponse est contenue dans la question. Non, mais moi, ce que j'ai envie. Alors, je vais vous. Voilà. Moi, je suis un ancien chef d'entreprise. Je fais ce métier depuis quelques années, mais je ne fais pas ça non plus depuis 20 ans. Hein. Bon. Donc, ce que je perçois quand même, c'est qu'aller au bout, enfin, puis pour ceux qui y sont allés, c'est quand même un sacré parcours d'obstacles, quoi. Bon. Et jusqu'à la fin, on ne sait jamais encore ce qui va se passer. Donc, encore une fois, le mandat, enfin la mission qui est confiée, c'est de concrétiser l'opération, quoi. Donc, ça pourrait être peut-être, sera-t-elle vraiment meilleure? Sera-t-il délivré? Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? C'est comme moi que parce que lorsqu'on fait ça, on prend 4, 5 mois, 6 mois de délai. Entre-temps, l'entreprise, il peut lui arriver aussi autre chose. Bon, pas pour l'anecdote, moi j'ai vendu un EHPAD en l'été 2021. Ils sont très contents que. Voilà. Pas entendu le mois d'octobre. Bon. Donc, oui, je pense qu'il y a. Moi, je crois qu'on a dans la valeur ajoutée qu'on a, de toute façon, le prix, à un moment, il se stabilise, mais on a une vraie valeur ajoutée, encore une fois, pour régler tous les problèmes, pour que ça aille au bout. Et moi, je considère que c'est une valeur ajoutée majeure qu'on a. J'ai une question, parce que comme le thème c'est le sourcing, donc toi tu fais du sourcing dans l'autre sens, tu vas chercher des acquéreurs, et puis comment tu sources? Quels sont c'est les gens qui t'ont contacté ou tu vas chercher des gens? Ah ben on fait c'est un pro, hein. Ah, c'est clair. Écoute, t'as plus rien à apprendre sur le sujet, mais on est multicanaux, donc on utilise plein de sources, on cherche, on contacte en direct des entreprises sur la base de critères qu'on a définis comme étant potentiellement intéressés. On met à disposition, on publie aussi nos offres de cession sur tout un ensemble de sites internet, Fusac et autres, et c'est sur notre site bien évidemment. On a à peu près chacun 2000 prescripteurs qui sont des avocats, des experts comptables à qui on envoie aussi le teaser en disant que vous pouvez avoir des clients qui sont susceptibles d'être intéressés par cette opération. N'hésitez pas à leur en parler, à nous en parler. Je pense que j'ai à peu près fait le tour là. Est-il utile de vous contacter avant en expliquant le projet ou... Non, pour moi, ça n'a aucun intérêt quand on est repreneur personne physique de me contacter pour m'expliquer que on cherche dans tel domaine, machin, etc. Ce que je pense, c'est que, encore une fois, nous, on publie tout sauf des sujets très, très spécifiques, mais on publie toutes les missions qu'on a de session. Donc, moi, je pars du principe, c'est quand même à vous de la repérer, sachant qu'elles ne sont pas cachées, hein, elles sont toutes sur Fusac, avec les critères, vous ne pouvez pas la rater. Et après, vous me contactez en me disant, je suis intéressé, parce que, etc., et là, on discute avec beaucoup de plaisir. Mais a priori, comme ça, en creux, ce que je dis, c'est que si vous n'êtes pas organisé pour identifier les opérations qui vous intéressent, qui sont publiées, c'est que vous êtes un peu touriste, donc non. Ouais, je voudrais rebondir aussi parce que moi j'ai essayé aussi, par exemple, comme tout le monde, j'ai tâté du terrain en allant voir des fonds d'investissement alors que je n'avais pas encore de cible. Ça ne sert à rien non plus. Ça ne les intéresse pas non plus. Ah non, ça ne sert strictement à rien. Dans le meilleur des cas, ils vous reçoivent poliment et c'est déjà ça. Mais c'est tout. Et après, donc j'avais un petit peu changé avant en me disant, je vais peut-être aller voir parce que tous les fonds publient pratiquement tous les entreprises dans lesquelles ils sont investis. Et puis, je regardais un petit peu les entreprises qui étaient un peu scotchées, avec lesquelles ils étaient scotchés, parce qu'on a la date. Et là, je me suis dit, et c'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de répondants, parce que je trouvais des sujets où ils avaient un problème, mais c'était pas forcément, du coup, une entreprise, une boni en général, peut-être si, mais en tout cas, en bon état. Donc, mais ça fonctionnait pas quand même. Mais juste pour dire que, voilà, en tout cas, aller voir un fonds d'investissement, d'une façon, ça me rappelle ça. Oui, non, mais sans cible, ça c'est totalement rien. J'ai une question posée par un de nos amis à distance qui nous demande, et ça s'adresse peut-être à la fois à Françoise et à Christophe, quel est le seuil au-dessus duquel les affaires sont systématiquement intermédiées et en dessous duquel elles le sont moins? Est-ce que vous avez une réponse type à ce genre de question? Seuil en termes de taille ou de valo? Moi, j'ai une stat que m'avait donnée Fusac en disant que 85% des affaires qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires sont intermédiées. Bon, je donne la source.
85%. Ouais. C'est peut-être vrai, hein. Bon, ça me semble beaucoup, mais ce qui est clair, c'est que plus les affaires sont grosses, plus elles sont intermédiaires. Ça paraît compliqué de savoir parce que par définition, le marché caché, on n'a Caché. pas la mesure. Donc, on a peut-être 85% de l'autre côté aussi, ce qui fait du coup des maths un peu compliquées. Peut-être qu'un Un chiffre sur la fraude, ça. Alors, à défaut d'en faire une réponse à la question, je pourrais demander à Françoise, qui est sur le marché caché, quelle est la taille moyenne des entreprises que tu as fait acquérir à tes clients, et à Christophe, quelle est la taille moyenne des entreprises que tu as conseillé à céder. Ça donnerait déjà un point d'ancrage. Ce n'est pas une réponse académique. En fait, moi, sur le marché caché, vous avez compris, j'approche un dirigeant qui doit être le majoritaire, puisque c'est celui-là qui va prendre la décision. Donc, on est limité en taille. Si on est dans un groupe trop grand, il ne sera pas tout seul. Donc, il ne va pas prendre le risque, sur le marché caché, d'aller demander, faire une réunion à des associés, est-ce qu'on pourrait vendre et tout. Donc, en fait, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse dire tout seul, pourquoi pas, ça m'intéresse. Donc, moi, je suis sur des tailles en valorisation qui sont entre 1 et 12 millions en valorisation. Et plus petit, c'est vrai que je n'y vais pas trop non plus parce que ça risque d'être un peu chronophage pour un résultat finalement d'une coquille peut-être vide si c'est très intuitif personnel et que le dirigeant s'en va. Donc, mais donc ça fait en chiffre d'affaires entre 1,5 million et 30, 40 millions. Approche. C'est déjà une réponse. Ouais. Déjà une réponse. Et toi, Christophe, qu'aurais-tu envie de répondre? Taille moyenne des... Les sociétés qu'on vend chez Synercom France, en termes de valeur, elles sont grosso modo entre 1 et 10, et puis après on a quelques exceptions qui sont très au-delà, mais enfin qui se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Mais l'essentiel des entreprises qu'on cède, elles sont entre 1 et 10. Donc, de par vos positionnements, vous êtes sur le même segment de marché, l'un travaillant en marché caché, l'autre travaillant en marché ouvert, enfin chacun ouvrant son marché, si je puis dire, avec sa méthode et son business model. Ouais. Il n'y a pas une réponse. Pas les mêmes clients finalement, on est d'accord, parce que moi je fais vraiment que de la personne morale. Oui, de l'autre côté en plus. Je crois qu'on s'entend bien avec Jean. Oui, on est très complémentaires finalement. On n'est pas sur les mêmes créneaux. Alors moi qui suis un intervenant régulier sur le marché, puisque je suis investisseur, j'aurais quand même tendance à dire qu'il existe bien une taille au-dessus de laquelle 100% des affaires sont intermédiaires. 50 millions. Alors, est-ce que c'est 50 millions, est-ce que c'est 100 millions, est-ce que c'est 30 millions, j'en sais rien, c'est sans doute dans ces eaux-là. C'est la taille, en fait, pour reprendre 50 millions, je pense. ce que disait Françoise, prendre la décision de ne pas intermédier la cession de sa société, seul un patron propriétaire de sa boîte peut la prendre. Dès lors qu'on a affaire à un dirigeant qui partage la décision avec un COMEX, voire un directeur du développement, du corporate développement qui reporte à son board, dès lors, on est obligé de confier un mandat pour objectiver ce que le marché va nous donner. Ah oui. Donc, il y a forcément un seuil au-delà duquel c'est 100%. Est-ce qu'on est vraiment à 85% à 1 million? Moi, je prends le point. Je ne connaissais pas ce chiffre, mais ça reste possible de mon point de vue. C'est un pourcentage très élevé. Et ça veut dire que pour ceux qui ne veulent que travailler sur le marché caché, il ne reste que 15% des sites sur cette taille-là. Bon, c'est la vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On nous demande si les chiffres qu'on évoque sont en valeur d'entreprise ou en valeur equity. Là, on était en valeur d'entreprise. Hein? On nous pose une autre question. Quel est l'intérêt d'un acquéreur individuel pour un cabinet d'intermédiation à la vente accompagnant un cédant? Quel est l'intérêt d'un acquéreur individuel pour un cabinet qui conseille cédant? L'intérêt, c'est un acquéreur potentiel dès lors qu'il est pertinent. Enfin, il est motivé, il est bien entouré, il est pertinent, et puis voilà, il a toute sa chance. Tu nous as dit tout à l'heure, Christophe, que tu veillais à savoir un peu quelle était la profondeur de la poche de la personne que tu as en face de toi. Il y a l'argent qu'il a lui-même, et puis il y a l'argent qui est... Il peut fédérer, bah oui. Il peut mobiliser. Il peut fédérer, moi, ça m'aide. Le Love Money dont parlait Marc, que ce soit le Search Fund de François, ou que ce soit je viens et je co-signe une lettre avec un fonds. Bah voilà, moi, je n'ai pas de problème, moi. Moi, j'ai besoin d'être assuré sur le fait que les fonds propres qu'il y a dans la holding de reprise, ils seront là au closing, quoi.
mais qui les apporte tout seul ou en se faisant aider. Et au contraire, en plus, s'il se fait aider, ça veut dire qu'il Ouais. a séduit déjà, Exactement. il a convaincu. Donc, des gens sur lui, sur son projet. Donc, c'est rassurant. Ouais. Ce que tu fais avec le Search Fund, tu as déjà C'est quand ça. même convaincu. Ouais, moi, les questions que j'ai eues d'intermédiaires, c'était plutôt des gens qui voulaient savoir à toute force quelle était ma part dans le groupe, avec du coup, je dirais, le prisme inverse, pas tellement de s'intéresser à savoir quel était le pool global qui était réuni, mais plutôt de savoir vraiment quelle était la part de mon apport là-dedans. Donc, Mais là, il y a une explication, c'est moi ce que j'aime bien aussi savoir, c'est qui décide. Et dans ton pool, voilà, avec ton pool d'investisseurs, en fait, qui est décisionnaire. Donc, l'intermédiaire, enfin, moi, je ne veux pas dire intermédiaire, mais enfin, notre métier, le conseil M&A, il a besoin de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas, qui, une semaine avant le closing, va lever la main, puis il va dire ah ben non, en fait, je ne suis plus d'accord, moi. Ça, c'était Moi, un je veux être sûr, avant de savoir avec qui je reviens avec mon EHPAD de cette grosse opération. Donc là, on était sur c'était des groupes qui étaient acquéreurs, donc c'était plus que des ETI même. Et j'avais été très attentif justement à la capacité. Et pourtant, dans des groupes comme ça, les présidents ne peuvent pas engager c'est une opération de plusieurs dizaines de millions d'euros, ils ne pouvaient pas l'engager. Il fallait que ça passe au conseil d'administration. Et il y en a un qui a eu un problème avec son conseil d'administration. Donc, quand on a un dirigeant de PME ou un repreneur personne physique, bon, on sait qu'il est tout seul. Enfin, soit le dirigeant de PME, il est actionnaire unique, le repreneur personne physique, il est tout seul. Enfin, c'est lui qui décide, quoi. Quand on cause avec Marc, c'est bon, tu m'as dit, enfin, tu m'as montré, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir de je sais pas d'où pour. Je reviens à être rassuré. Moi, j'ai besoin d'être certain, encore une fois, qu'une semaine avant le closing, il n'y a pas un des investisseurs du Search Fund qui va dire au fait, coucou, mais je vous remets en cause ce qu'on fait dit, quoi. Bizarrement, dans mon cas, en fait, personne m'a demandé le pacte d'associés avec mes associés personnels là. J'aurais dit non, j'ai tous les pouvoirs et sauf erreur de ma part, ils m'ont cru sur parole. Ils devaient être suffisamment convaincants apparemment, mais dans ce cas précis. Et moi, j'avais demandé les délibérations du conseil. Hein, Ouais, je dans comprends, mais le- non, mais opération, moi, j'étais le premier surpris parce que je me suis dit à un moment donné, enfin, je le montre et personne ne me personne me l'a vraiment exigé dans mon cas. Mais bon, c'était vrai, hein, mais c'est la tête du client, ça. Mais c'est comme à la session, quand on prend un mandat à la session, qu'il y a 4 associés. Au capital, ils sont 4 associés. Moi, je prends beaucoup de précautions pour m'assurer que, en fait, avant de commencer à travailler, qu'ils sont tous bien d'accord. Je dis, il y en a un, ils sont d'accord pour genre, ce que je demande, c'est que, mettons qu'il y en a 4, il y en a les 3, ils s'engagent à accepter les conditions qu'aura accepté celui qui a le plus de parts, quoi. Dès lors qu'il y en a celui qui a le plus de parts à accepter, les autres, ils se sont engagés. T'as dit la tête du client, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé de séduction, on a beaucoup parlé de. En fait, on se vend soi-même et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ce qui était très difficile. On dépasse un petit peu le thème de ce soir, mais c'était très difficile de séduire à la fois soi-même, ses conseils, ses avocats, l'intermédiaire, les cédants, j'ai oublié, sans les oublier, les banques, les fonds, tout ça en même temps. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Donc en fait, on passe vraiment son temps, tu l'as dit, à se vendre. Et c'est dans cette force-là qu'on arrive à avoir, dans certains cas, à donner confiance ou à pas le donner, quoi. Donc, mais c'est pas scientifique, hein, c'est un ensemble de choses. Et toi, dans ton cas, tu as réussi à convaincre les prêteurs, malgré le fait que tu avais un client qui représentait une part très importante de. Ouais, mais j'ai eu des fonds qui m'ont dit non. Hein. Oui, mais le prêteur a suivi. Ouais. Quand même. Voilà, parce qu'il aurait pu dire. Ouais, j'ai embarqué tout le monde. Hein, mais... Oui, donc tu as dû être convaincant. Ouais. J'ai une question complémentaire qui s'adresse peut-être à Françoise. Quelle est la structure type des cabinets experts du marché caché? A-t-on affaire à des petites structures ancrées localement ou des réseaux nationaux avec un siège à Paris? En fait, en conseil acquisition, il y en a assez peu qui sont dédiés. Il y a beaucoup d'intermédiaires en session et certains, comme ils sont assez nombreux, ne faisant pas suffisamment de chiffres, essayent de dupliquer sur l'acquisition, donc prennent des mandats sur la même méthode de success fees. En cabinet conseil acquisition uniquement, on est très très peu nombreux en fait. Il y en a certains qui sont dans des régions pour les régions, parce qu'ils connaissent le tissu local. Et puis il y a ceux comme moi qui partent des critères de leurs clients et qui sont, quel que soit le lieu du siège en fait, mais on n'est pas très très nombreux à faire du conseil acquisition.
Moi, j'ai un avis là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moins d'une dizaine. Hein, Oui, je pense que j'allais dire une dizaine sur la France en grand maximum. Et moi, je conseille fortement, puisque je vous ai conseillé d'en prendre un ou une, c'est d'en choisir un qui est un pure player. Parce que moi, j'en ai rencontré qui ne l'étaient pas et je trouvais que c'était pas une position. Ça m'a pas convaincu en ce qui me concerne. Et en particulier, ceux qui font que ça, ils acquièrent une expérience qui, à mon avis, est autre que celles qui font ça quand ils ont le temps, parce qu'ils n'ont pas assez de mandats par ailleurs. Ça, c'est mon avis personnel. Merci pour cette réponse à 2 voix. Est-ce qu'il y a d'autres questions à distance? N'hésitez pas à prendre le micro directement si vous souhaitez vous poser vos questions. D'autres questions de la Oui, salle? moi j'ai une question, oui. Ouais. Alors, mais c'est sur le mandat qui est pris avec le vendeur. Est-ce qu'il y a quelque part un engagement du vendeur à vendre à certaines conditions qui est pris avant, de façon à éviter de se retrouver avec un deal qui fait à 80% et puis finalement un vendeur qui décide de travailler 50 plus, par exemple? Ah non, on a. Lorsque je signe une mission de cession avec un cédant, il ne s'engage pas à vendre. Mais moi, je ne m'engage pas non plus à lui trouver parce que par définition, c'est lui qui décide. Donc, je ne peux pas m'engager à ce qu'il fasse l'opération, parce que l'opération, par définition, c'est lui qui la décide. Donc, en fait, c'est des contrats de moyens. Donc, il s'engage à me répondre, quand je le sollicite, il s'engage à me donner des informations pour que je fasse un info-mémo, il s'engage, voilà, mais c'est un contrat de moyens. En termes d'intermédiaire, de savoir sélectionner, enfin bien vérifier quand même que le vendeur est vraiment vendeur. Ah bah oui, parce que sinon, ça ne me sert à rien, ça n'a aucun intérêt, quoi. Je vais quand même compléter la réponse que tu donnes, Christophe, pour dézoomer. Il me semble que dans ta profession, des conseils cédants M&A, moi je connais quelques banques d'affaires qui pratiquent cette clause et qui acceptent que s'ils trouvent un acquéreur avec une valorisation supérieure à X, bien entendu, le cédant peut se réserver le droit de ne pas vendre, mais les honoraires sont dus. Les honoraires du succès qui aurait été du deal en question sont dus. Alors, on appelle ça une prime d'amertume, mais on a une clause un peu, mais en pratique qui existe, mais qu'on applique, qu'on n'applique pas vraiment, on va dire. Mais la seule chose. Parce que quand on a bossé sérieusement, on a une vraie offre et puis il change d'avis. Bon, il y a une espèce de clause, voilà, mais qui je ne sais pas si on l'a activée 4 fois en 10 ans. C'est. Du point de vue du repreneur, la seule chose importante à savoir, c'est que tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas signé. c'est C'est vrai. ça, c'est le dernier jour. Mais de notre point de vue aussi, parce qu'encore une fois, c'est pour ça que moi je suis, et j'aime pas trop ce terme d'intermédiaire, parce que moi je suis les opérations, toute la négociation du protocole, je suis dedans, je suis les audits, je suis tout pour sécuriser encore une fois mes honoraires au succès, quoi. Donc je considère pas qu'une fois que j'ai fait la présentation, c'est bon, ça se débrouille. Moi je pilote jusqu'au closing. Ouais, c'est bien pour ça que le closing est si important et que c'est une vraie cérémonie, parce que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, mais il faut que ça se passe comme on veut. Moi, j'aurais une question pour nos 2 repreneurs. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait en matière de sourcing uniquement dans votre parcours? Vous avez réussi à reprendre, donc bravo à tous les 2. Et finalement, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait qui peut-être vous aurait permis d'aller plus vite, d'aller plus sûrement Avez-vous des regrets? Oui, moi j'en ai un, c'est qu'il a mis du temps à mettre en place mon processus. Il aurait peut-être prêt dès le jour 1. Voilà. S'il y avait une chose à dire, ça aurait été la même chose, mais pour faire autre chose que lui, j'ai essayé sans mandater quelqu'un et j'ai trop tardé. En tout cas, la première fois. Au moins 6 mois, un truc comme ça. Pour moi, c'est de mon point de vue, c'était le premier coup que j'avais fait, c'était 6 mois de perdu à ce moment-là. Mais c'est amusant parce que moi qui suis régulièrement interpellé par des repreneurs aussi sur leur parcours, qui veulent me rencontrer et me questionnent, et je leur dis toujours, avant de prendre une décision qui est assez engageante, de prendre un conseil ou de ne pas en prendre, de prendre un stagiaire ou de ne pas en prendre, enfin que sais-je, commence par te faire les dents sur le sourcing par toi-même. Et tu verras quelle est la valeur de ton temps, et ça te donnera toute la valeur à ta décision de choisir un conseil ou pas. Donc en fait, les 3 ou 6 mois, ils sont là. Moi, je leur dis toujours, attends 3 mois,
Et dans 3 mois, on se revoit et tu me dis combien tu as ramené de dossiers, à quelle vitesse et si finalement ton temps est bien utilisé à faire ça. Mais ça peut être fait avant. Oui, mais ça veut dire c'est juste de passer avant. Peut-être que tu enclenches le chrono. Oui, mais c'est du temps, mais en fait, on peut le faire le soir. Enfin, on ne peut pas mobiliser un temps plein de recherche forcément à partir du jour 1, mais en fait, il y a quand même une phase pré-activité de reprise où on a un peu de temps pour réfléchir. Donc, en fait, c'est ce moment-là où on peut quand même consolider un peu une vision, une stratégie, etc. Et donc là, je pense que plus on arrive préparé au moment d'être actif. Moi, j'avais un de mes investisseurs qui m'avait dit à juste titre, 2 ans, c'est 54 semaines. 52 semaines x 2, pardon, ça veut dire que c'est à peu près c'est 1% du budget qui part toutes les semaines. Le temps joue contre le repreneur. Et donc, en fait, gagner 6 mois, j'entends ce que tu dis, et c'est aussi, je pense, la vertu du modèle de le faire les choses soi-même par rapport à un modèle d'accompagnement comme celui que tu as choisi. C'est justement qu'on s'y fait les dents soi-même, mais en construisant le processus et en animant l'équipe, etc. C'est-à-dire que le boulot que font les intermédiaires, moi, je l'ai fait moi-même. Donc, de ce point de vue-là, je vais dans le sens de ce que tu dis. Ça a une vertu d'aider à travailler le discours commercial. Ça aide aussi à apprendre à se comporter face à un cédant, etc. Mais n'empêche que les 6 premiers mois, c'est 25% du temps. Ouais, moi, je vais relativiser avec ce qui a été dit. Là, d'abord, tu dis, avant de prendre cette décision, c'est bien de se faire les dents soi-même. Mais en fait, je trouve que c'est pas une grande décision. Il y a très peu comme Françoise le soulignait, finalement, il y a très peu d'acteurs pour se faire accompagner, pour retrouver une cible. Donc, les rencontrer, trouver le bon, celui qui convient à plein de choses, la personnalité, parce que là aussi, c'est un problème de rencontre, c'est une chose. Et l'engagement qui est demandé au départ, c'est que dalle. En fait, c'est que le success fee à la fin. Mais le success fee, on le met dans la transaction. Donc, en fait, c'est pas une grande décision. Donc, je suis pas tout à fait d'accord pour cette raison-là. C'est une petite décision qu'il faut prendre le plus vite possible. Par contre, il faut faire les bons choix. Je crois qu'effectivement, le temps joue contre Ah oui. le repreneur. Et moi, je vois certains qui viennent me voir, ils sont soit encore en poste, soit ils sont en train de décider, mais ils se disent, je ne veux pas perdre de temps. Ils vont prendre un conseil tout de suite, et pourtant, ils ne se sont pas fait les dents. Mais leur décision est claire d'aller le plus vite possible. Donc là, je peux t'accompagner parce qu'ils sont conscients qu'ils ne pourront pas le faire tout seuls. Puis il y a ceux qui se disent, moi, je démarre, je vais voir, je vais faire le CRA, le temps passe, j'ai 12 ans et demi d'acédique. Et puis, je les retrouve 1 an et demi après. Et là, ils me disent, j'ai plus que 6 mois ou 9 mois. Et là, il y a du stress. Donc, si la décision, elle est prise de faire vraiment une reprise, c'est le projet, il faut y aller le plus tôt possible. Il faut se faire accompagner le plus tôt possible. C'est plus un problème de maturité à ce moment-là du projet. Ouais. Plus que, Parce qu'il y a certains, je vois bien, ils me disent, il faut que je fasse le tour du marché. Je dis, ils ne sont pas mûrs. Même moi, je n'ai même pas envie d'y aller tout de suite. Je me dis, le temps qu'ils mûrissent, etc. Alors que d'autres arrivent, ils savent exactement dans telle région, dans telle... Donc là, ils sont mûrs et ils sont prêts à y mettre les ressources, à se libérer du temps. Et moi, quand j'ai fait Discern Partner, le projet, c'était de faire du sur-mesure par personne et de faire en moins d'1 an. Et non, pratiquement à tous les coups, on fait en moins d'1 an. Mais on s'en donne les moyens. Hein, Mais par contre, quand on commence, il faut vraiment... tout est une course contre la montre à tout niveau. Quand le dirigeant me dit, revenez dans 1 mois et demi. Non, non, monsieur, c'est maintenant. 1 mois et demi après, on a signé la LOI. Donc, quand on s'y met, c'est parce qu'après, je pense que pour les repreneurs, il y a une usure, une lassitude de voir des dossiers, on a perdu. Moi, j'en vois aussi certains qui viennent me voir pour en avoir perdu tout seul. Et ils sont très frustrés. Il y a une vraie déception parce qu'ils étaient sur un dossier depuis 6 mois, 9 mois. Donc, c'est autant de temps. Et là, ils viennent me voir, ils me disent, bon, voilà, il faut vraiment que je me fasse accompagner. Mais ça fait déjà un moment, il y a une lassitude. Il n'y a plus autant de punchy à présenter un projet. Pourtant, ce n'est que la première étape, Ouais. trouver la boîte. Il en faut de l'énergie derrière. Hein. C'est pour ça que son temps est précieux et je pense qu'il faut le mettre à bon escient pour ne pas se fatiguer avant d'arriver au closing. Encore une question qui sera peut-être la dernière posée par un ami à distance. Combien de LOI ont été signés par nos 2 repreneurs avant la signature de leur LOI définitive? Alors moi, 0. 100% de réussite. De ce point de vue-là, oui. Maintenant, les chiffres que j'ai pour les searchers que je connais, qui sont actifs en France,
C'est quand même quelques-unes, mais pas. Le premier, il a eu une LOI avant sa LOI finale. Il y en a, ça dépend un petit peu de la stratégie des uns et des autres, parce qu'il y en a qui vont en envoyer un peu plus volontiers que d'autres. Mais c'est moins de 5. Bah, moi, c'était une aussi. Enfin, j'en avais fait une en 2013, mais dans la deuxième période où j'ai recherché, j'en ai fait qu'une. Mais c'est intéressant votre chiffre parce que ce sont des chiffres de personnes physiques engagées dans un processus de reprise et qui donc mobilisent des ressources, entre guillemets, si c'est pour aller au bout. Et si je vous donnais ma statistique à moi, qui suis un serial investisseur, mais qui joue aussi dans un univers où quelquefois il faut remettre une LOI pour le temps, mais on fait encore partie d'un processus structuré en plusieurs étapes et on sait qu'on est un parmi plusieurs. Nous, notre taux, c'est 2 concrétisations pour 10 LOI chaque année. Donc 80% de déchets et 20% de transformation. Tu réponds à des processus compétitifs. À cause du phénomène des auctions, des processus ouverts. C'est pas mal, hein, 20% de tout succès. C'est beaucoup de travail avant quand même pour. C'est quand même souvent beaucoup de travail et on sait à l'avance qu'il y a des contextes dans lesquels on a en réalité moins d'une chance sur 10. Et puis dans ces cas-là, la LOI, c'est juste un ouvreur de porte. Et puis on a des contextes où on a longuement travaillé dans des relations de one-to-one et c'est plutôt une LOI qui close un parcours. Oui. On est plus proche de la transformation. On le sait en le faisant. Mais on est obligé d'accepter cette statistique très défavorable. Alors, moi, je peux parler avec des contrats commerciaux. Quand tu réponds à des appels d'offres complexes, tu fais des offres, ça dure des mois à la faire et 20% de tout succès, bon. Et par contre, nous, quand on fait une LOI, c'est pratiquement, parce qu'on les fait que quand on a vraiment un climat de confiance important, et même s'il y en a eu d'autres avant, les 7 qu'on a faites, en général, on est allé jusqu'au bout. Pratiquement du 100%, une fois qu'elle est signée. Votre expérience. Donc, c'est une étape importante pour dire qu'effectivement. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour des questions, le tour du sujet, certainement pas. Il y a encore sûrement beaucoup de choses à dire, mais on n'a plus trop le temps. Donc, je voudrais vous remercier, chacun de vous, de vos interventions et de l'ouverture d'esprit, la franchise avec laquelle elles ont été faites. C'était un partage très riche et très intéressant. Je ne sais pas, Frédéric. Également, donc moi je voudrais également, et je me tourne vers nos amis à distance, je voudrais également remercier nos 4 intervenants ce soir pour leur prise de parole et pour vous tous qui êtes ici présents et à distance. Vous proposez 2 rendez-vous. Le prochain rendez-vous d'XMP Entrepreneur, ce sera une soirée consacrée à la création d'entreprises dans la même salle le 5 décembre. Et le thème, je le conserve encore un petit peu secret, mais vous recevrez toutes les communications à ce sujet. Le second rendez-vous que je vous donne, il est avant le 5 décembre, il est un peu particulier, c'est de venir participer à une soirée le lundi qui précède, le 28 novembre, la soirée annuelle de G2E, qui s'appelle Les Pépites de G2E. Nous faisons cette année la seconde édition de la soirée Les Pépites de G2E. C'est une soirée dans laquelle entre 10 et 15 entrepreneurs qui ont soit créé, soit repris, viendront à la tribune et partager avec l'auditoire 3 enseignements chacun. Donc, quiconque viendra à la soirée repartira avec 30 à 45 enseignements s'il a bien écouté et bien pris des notes. Donc, c'est une soirée extrêmement riche en partage. C'est un peu du speed dating, parce qu'il s'agit de tenir dans 1h15, 1h30 maximum, mais on en repart avec un bagage plein. Voilà, donc soyez les bienvenus. Allez sur le groupe LinkedIn G2E, vous trouvez le lien d'inscription. Si vous ne le trouvez pas, vous me contactez, Frédéric Rupi, vous pouvez me retrouver et vous me demandez comment y participer. Et inscrivez-vous, c'est ouvert à tous. Il y a un petit cocktail à l'issue, c'est très sympa dans la Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue de Guénal. C'est le lundi 28 novembre à 18h. Voilà, merci. Bonsoir à tous et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir à nos amis à distance. Oui. Merci, au revoir.